Bonjour à tous. Pour ce point info sur les infractions aux règles d'urbanisme, comment les sanctionner. Bienvenue. Donc, ce point info se déroulera sur 2 heures, entre 9h30 et 11h30, en présence du ministère de la Transition écologique, que je salue. Donc, Monsieur Montrieux, adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages à la DGALEN DHUP, Caroline Sauze, qui est chef du bureau de la législation de l'urbanisme, aussi au ministère de la Transition écologique, qui interviendront sur la première séquence qui vise à rappeler le cadre juridique de la sanction des infractions, avec les deux phases. Comme vous le savez, il y a une phase administrative et une phase judiciaire pénale. Donc voilà, ça ce sera la première partie de ce point info. Et la seconde partie avec un retour sur des questions-réponses de votre part pour revenir sur le nouveau cadre juridique, puisqu'il y a eu des évolutions avec la récente proposition de loi sur la simplification du droit de l'urbanisme qui renforce les outils dont vous disposez aujourd'hui pour sanctionner ces infractions. Et puis, en seconde séquence, l'idée est de faire un état des lieux, d'avoir des exemples de mise en œuvre de ces sanctions d'infractions aux règles d'urbanisme, avec des témoignages de maires, d'élus, qui vous parleront évidemment, j'imagine, aux uns et aux autres. Et approfondir aussi, encore avec le ministère de la Transition écologique et notamment la responsable des outils numériques qui s'appelle Aigle et Lucas, comment finalement certains outils numériques peuvent vous aider à être plus efficaces dans la sanction de ces infractions. Donc vous aurez cette intervention qui est extrêmement intéressante sur ces outils numériques pour mieux sanctionner les infractions. Donc l'AMF est sur ces questions-là depuis de longues dates, puisque étant saisie par les adhérents sur des questions juridiques, on a systématiquement ces retours d'élus sur l'incapacité, en tout cas le sentiment d'impuissance par rapport à ces infractions aux règles d'urbanisme, alors même que les règles d'urbanisme parfois imposées dans le cadre des PLU sont extrêmement contraignantes. Donc l'idée est de vous donner des outils, enfin de réfléchir à tous ces outils, à comment les utiliser, à les rendre plus efficaces et surtout à vous protéger par rapport à ces infractions. Voilà, donc je vais donner tout de suite la parole peut-être à Monsieur Montrieux. Bonjour à tous. Alors oui, je vais juste vous dire quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à mes collègues. Peut-être juste pour vous donner quelques éléments de cadrage. Donc la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, qui dépend de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, dépend notamment des ministres de la ville et du logement et des ministres de la transition écologique. Et évidemment, ce sujet de respect des règles d'urbanisme nous intéresse au plus haut point, puisqu'il s'agit de garantir à la fois le respect du cadre de vie qui est organisé par notamment les documents d'urbanisme que vous les élaborez, mais également il met en jeu un certain nombre de problématiques qui peuvent aussi porter sur les atteintes à l'environnement, puisque comme on peut le voir, effectivement, dès lors que l'on a des constructions illégales, on peut également avoir des atteintes à l'environnement. Et l'idée vraiment de cette séquence et de cette formation, c'est essayer de vous donner un éclairage pratique pour que vous puissiez utiliser tous les outils qui sont à votre disposition. Ils sont nombreux, ils sont parfois méconnus, ils ont été récemment renforcés, avec vraiment le message principal qu'on souhaite faire passer, c'est que certes, le pénal existe. Pour autant, dans la plupart des cas, on pourra faire avancer les choses, obtenir des régularisations, voire sanctionner, sans attendre et sans passer par le pénal. Et donc, notre ambition, c'est d'essayer de vous expliquer comment, en pratique, vous pouvez faire pour cela. Je laisse tout de suite la parole à Caroline Sauze pour la suite. Le truc est défilé les diapos. La zapette. Bonjour à tous. Il faut que je me rapproche. Bonjour à tous, merci de votre présence pour cette présentation. Donc en première partie, comme l'a rappelé Vincent Montrieux, sur le cadre juridique qui permet de lutter contre les constructions illégales. Alors, les constructions illégales, c'est un phénomène qui est protéiforme, mais qui est croissant et préoccupant, croissant parce qu'il est en augmentation. On le constate tous malheureusement sur nos territoires. Il revêt des formes très variées. Ça peut aller du simple Velux à la villa californienne avec piscine en bord de mer, en passant par tout un tas de formes de cabanisation, de construction dans des zones très diverses. Ça peut être en centre-ville, ça peut être dans des zones naturelles, agricoles ou forestières.
et pour lesquels les élus comme l'administration sont interpellés pour savoir comment lutter contre ce phénomène. C'est un phénomène également qui est préoccupant parce qu'il peut mettre en danger les occupants de ces constructions, notamment lorsqu'elles sont situées dans des zones à risque d'incendie, risque d'inondation, parce qu'elles portent atteinte au site, parce qu'elles portent atteinte au paysage, parce qu'elles peuvent générer des pollutions, des conflits de voisinage, et qu'elles méconnaissent le droit avant tout, et qu'elles ne permettent pas non plus, ça n'est pas toujours accessoire, de collecter les taxes d'urbanisme. Alors, quand on cherche à sanctionner ou à réprimer ou à prévenir ces illégalités au droit de l'urbanisme, on entend parfois des réponses des contrevenants du type « Mais pourquoi vous vous acharnez sur moi? Mon voisin a fait bien pire et lui, vous lui dites rien. » Ou encore « Bah oui, vous pouvez le dresser, votre procès verbal. Hein. De toute façon, je ne serai pas poursuivi, la justice n'a pas les moyens. » Alors, c'est vrai que ça peut être très, très difficile d'entendre tout ça, et on peut se poser la question dès lors pourquoi et comment assurer la police de l'urbanisme. Alors, pourquoi? D'une manière évidente, pour permettre l'égalité entre tous les citoyens. Pour permettre également l'application des règles qui sont contenues dans les documents d'urbanisme, dans les PLU, qui traduisent les projets, vos projets de territoire. Pour permettre également une justice entre les citoyens, entre ceux qui se sont astreints à respecter le formalisme, la demande d'autorisation d'urbanisme, qui leur aura parfois été refusée parce que le projet n'est pas conforme aux règles, et puis ceux qui s'affranchissent de toute contrainte et qui font, ils l'espèrent, en toute impunité. Donc pour rétablir cette égalité entre les citoyens. Et puis parce qu'on n'a pas le choix. La loi l'impose. Le code de procédure pénale et son fameux article 40, de même que le code de l'urbanisme, impose à l'autorité administrative compétente qui a connaissance d'une infraction de la relever et de transmettre le procès-verbal au procureur de la République. À défaut, la responsabilité de l'administration peut être engagée et la responsabilité peut être une responsabilité financière. Pardon. Le Conseil d'État a pu le confirmer dans ses décisions en allouant des indemnités lorsqu'il est créé un préjudice à l'égard des tiers substantiels qui peuvent se monter à plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà les raisons pour lesquelles il est nécessaire de constater et de chercher à réprimer, à faire cesser ces illégalités. Alors, de quels moyens dispose l'administration et en premier lieu les élus? De plusieurs types d'actions. Des actions administratives, des actions pénales et des actions civiles. La difficulté de ces procédures est leur articulation et leur complexité. Ces procédures poursuivent des finalités différentes. Et par exemple, l'action pénale, on y reviendra plus tard dans la présentation, a pour objet de sanctionner et elle ne peut être engagée qu'après qu'un procès-verbal aura été rédigé. Les durées de prescription sont aussi différentes entre ces actions, ce qui peut les rendre complémentaires. L'action administrative a plusieurs finalités, la prévention et le rétablissement de la légalité, la remise en conformité avec le droit. Là aussi, l'établissement d'un procès-verbal est obligatoire et comme pour l'action pénale, sa prescription est de 6 ans. On a enfin l'action civile, qui est encore moins connue que l'action administrative, me semble-t-il, et dont l'objet est de réparer le préjudice qui aura été causé à des tiers. Son grand intérêt, c'est qu'elle, outre les dommages et intérêts qu'elle peut allouer, elle peut aboutir à la démolition, si nécessaire, des constructions, et sa prescription est beaucoup plus longue, elle est de 10 ans. Donc, ne pas oublier cet outil. Alors, au titre de l'action administrative, j'évoquais la possibilité d'agir en prévention. C'est un élément important. Comment y procéder? Par le biais notamment du document d'urbanisme et plus particulièrement du PLU, qui permet de délimiter des zones dans lesquelles les constructions seront proscrites, où la forme de la construction sera très réglementée. Elle pourra être interdite, par exemple, en zone naturelle, agricole et forestière, pour l'installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs. Et plus le document d'urbanisme sera précis sur les constructions qui sont interdites, plus il sera facile d'établir un procès-verbal d'infraction qui sera précis, qui sera détaillé et qui mesurera l'écart à la réglementation et qui assurera donc la sécurité juridique de cet outil absolument essentiel dans les procédures pénales et administratives. Il est également possible d'agir en prévention en surveillant
les mutations foncières, notamment par l'intermédiaire des déclarations d'intention d'aliéner, par la surveillance en lien avec les notaires, notamment quand il y a une demande de certificat d'urbanisme, d'essayer de repérer les cessions ou les donations qui peuvent présenter des aspects un peu curieux. Typiquement, vous avez une grande parcelle agricole de plusieurs hectares et il en est cédé une toute petite fraction. Cette fraction, elle ne va pas être destinée à de l'exploitation agricole, très probablement. Donc une vigilance. Il est également possible d'activer le droit de préemption par les communes, mais également le département dispose de ce droit de préemption dans les espaces naturels et sensibles. Les SAFER disposent également d'un droit de préemption, y compris sur les cessions à titre gratuit. Le maire peut également refuser l'accès, une fois que la construction a été édifiée sans autorisation, il peut refuser l'accès au raccordement au réseau. Donc une construction sans eau, sans électricité présente tout de suite beaucoup moins d'intérêt. Et puis, il peut mettre en œuvre des actions d'information des futurs acquéreurs sur la réglementation applicable sur son territoire et bien sûr sur les risques encourus en cas de constructions illégales. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Alain van der Vorst, qui va vous présenter les actions administratives à visée répressive. Et je vous remercie. Oui, merci Caroline. Donc je vais enchaîner effectivement sur les actions administratives entre guillemets répressives. Alors il y en a plusieurs. Il y en a une que vous connaissez normalement tous, c'est l'AIT, l'arrêté interruptif de travaux. Alors c'est un arrêté du maire qui permet de demander au contrevenant d'interrompre ses travaux s'il n'y a pas de permis ou si les travaux sont faits en contradiction du permis. Voilà, et ça l'oblige à arrêter les travaux, et s'il ne le fait pas, c'est une infraction pénale complémentaire à l'infraction de construction sans permis. Vous voyez ? Alors voilà ce que c'est. Alors il y a deux choses à retenir sur l'AIT. Voilà. Tout d'abord, il faut que l'AIT soit précédée d'une procédure contradictoire. Il y a beaucoup d'arrêtés qui sont annulés au contentieux parce que la commune a oublié la procédure contradictoire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord discuter avec la personne, la mettre en mesure de présenter ses observations et les écouter. Voilà. Et c'est quasiment toujours exigible, sauf dans certains cas particuliers, par exemple en cas d'urgence. La deuxième chose à savoir, voilà, sur l'AIT, c'est que l'AIT, il est réellement efficace s'il est pris le plus en amont possible. C'est-à-dire, s'il n'y a eu que quelques coups de pioche, forcément, le contrevenant aura plus de facilité à interrompre les travaux que si la maison est déjà réalisée et qu'il n'y a plus que par exemple, que les volets à poser. Voilà, c'est deux choses à retenir sur l'AIT. Procédure contradictoire et nécessité d'intervenir en amont. Ça, c'est l'AIT, c'est quelque chose, donc, normalement, vous connaissez. Un petit problème de... Voilà. Donc l'AIT, vous connaissez. Il y a quelque chose de nouveau, enfin nouveau qui date de 2019. C'est qu'en 2019, on a donné la possibilité aux communes de prendre des astreintes financières. C'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors. Et c'est quelque chose qui est tellement intéressant que le législateur s'y est encore intéressé récemment dans la loi UVAR dont je vous parlerai, et qui permet de renforcer en fait ce mécanisme. Alors voilà, les astreintes financières, c'est quoi ? Ah oui, une petite précision, le dispositif des astreintes financières en cas de construction illégale permet également de demander la démolition directe de la construction. Ce n'est pas seulement la mise en demeure de régulariser. Quand cette régularisation nécessite la démolition, le Conseil d'État a jugé que ça pouvait permettre de demander la démolition. Alors donc les astreintes, en fait, c'est quelque chose de très intéressant parce que auparavant, c'était quand même la commune qui est en quelque sorte la victime des constructions illégales, mais c'est elle qui devait faire l'effort de les saisir le juge civil ou le juge pénal pour obtenir des astreintes et la démolition. Là, on inverse la logique. C'est le contrevenant qui est en quelque sorte, on va dire, le méchant, qui va subir les arrêtés à astreinte de la commune, et c'est lui qui devra aller saisir le juge administratif pour contester les arrêtés. Oui, on inverse un peu le système. Et donc ce système a été renforcé par la loi UVAR, qui est actuellement au Conseil constitutionnel. Il y a eu un recours de députés et de sénateurs, mais la décision devrait être rendue assez rapidement, normalement dans la semaine. Alors cette loi UVAR, elle fait plusieurs choses. Tout d'abord, elle met en place des pouvoirs qui sont habituellement reconnus uniquement au juge pénal. Par exemple, la mise en place d'une amende de 30 000 €. Si le contrevenant n'a pas déféré à la mise en demeure de régulariser,
la commune peut aller jusqu'à mettre une amende de 30 000 €. Autre modification par la loi UVAR, projet de loi UVAR, on double le montant des astreintes possibles. Initialement, c'était 500 €, on passe à 1 000 €. Le plafond était de 25 000 €, on passe à 100 000 €. J'ai un peu de mal avec le... Voilà. Non. Bon, ça diffuse... Voilà. Autre modification par la loi, il y a une petite disposition cachée dans le dispositif relatif aux astreintes qui permet à la commune de demander la démolition d'une installation après saisine du juge lorsque ces installations présentent un risque pour la sécurité ou la santé. La loi UVAR étend cette possibilité à tout ce qui se situe en dehors des zones urbaines. Vous voyez ? Et encore une fois, une deuxième possibilité d'amende par la commune en cas de construction illégale. La commune peut prendre une amende de jusqu'à 30 000 €. Donc en fait, c'est très intéressant parce que en général, ce sont des pouvoirs qui ne sont reconnus qu'au juge pénal. Là, la commune va pouvoir utiliser des pouvoirs qui sont normalement ceux du juge répressif. Voilà. Pour terminer sur les modifications apportées par la loi UVAR, voilà, il faut savoir qu'il y a une extension de la suppression du caractère suspensif du recours à l'encontre d'un titre exécutoire. C'est un peu technique, mais c'est... Grosso modo, lorsque la personne va contester le titre de recette pourra toujours être exécuté. Ce n'est pas suspensif. Et enfin, possibilité pour le préfet de se substituer au maire ou à l'EPCI qui ne veut pas ou ne peut pas prendre les astreintes. Voilà, alors un petit exemple d'utilisation des astreintes. Nos services parlent de temps en temps de la stratégie du suppli chinois, entre guillemets. Alors on prend l'exemple d'un mur plein de 2,10 m sans déclaration préalable. Alors ça, c'est une infraction de règle de procédure, parce que normalement, vous savez, au-delà de 2 mètres, il faut une déclaration préalable. On est en présence d'un PPRI qui interdit les murs pleins, pour des raisons d'écoulement des eaux. C'est une infraction à une règle de fond. Donc il y a une double infraction pénale, procédure et fond. Le PV est dressé, astreinte de 15 € par jour. Ce n'est pas forcément élevé, mais sur un mois, ça fait 450 €. Donc la personne, elle va aller voir un avocat qui va lui dire, bon, oui, on peut contester, ça va vous coûter 1 000 à 3 000 €, plus des frais de procédure si vous perdez. Et l'issue, elle est de toute manière incertaine. Donc là, le calcul, il est vite fait. La personne, elle va prendre une DP de régularisation, réduire la hauteur de son mur, mettre des jours dans le mur pour que les eaux puissent s'écouler, et ce sera terminé. Donc l'astreinte est particulièrement efficace, notamment pour les petites infractions, entre guillemets. Et, ah oui, à ne pas oublier, évidemment, l'outil fiscal. L'outil fiscal en matière de construction illégale, c'est quelque chose de très puissant. Parce qu'à partir du moment où vous dressez PV et que vous le transmettez à DGFiP, la taxe est majorée de 80%, ce qui n'est pas négligeable. Surtout quand il y a une surface de plancher importante, hein, parce qu'on peut évidemment taxer que la surface de plancher. Et si le PV n'est pas dressé, aucune taxe ne pourra être liquidée. C'est pour ça, dès que vous avez connaissance de l'infraction, il faut dès que possible dresser un PV, pour d'autres raisons qu'on va vous expliquer après. Voilà, et je vais laisser la parole à Vincent Montrieux qui va enchaîner sur la partie purement pénale des sanctions illégales, des règles de construction. Merci. Alors oui, effectivement, peut-être quelques éléments d'introduction sur la mobilisation du volet pénal qu'on va replacer dans un contexte plus général, c'est ce que j'évoquais en introduction, les infractions relatives à l'environnement au sens large, puisque tant les parquets que les juridictions qui traitent ce contentieux vont le traiter dans des pôles qui relèvent de contentieux techniques ou économiques, dont ceux de l'environnement. Alors, il y a eu une réflexion qui existait déjà, mais qui a été renforcée en 2023 avec l'idée d'une action coordonnée des services administratifs, des services de police, de gendarmerie et de l'autorité judiciaire dans le cadre des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler dans vos collectivités respectives, et qui notamment fait l'objet d'un certain nombre de protocoles d'accords et de fonctionnement, et qui peuvent associer les collectivités, puisque pour un certain nombre de contentieux, vos services ou vous-même pouvez être amenés à constater des infractions. Et le champ de l'urbanisme, qui n'est pas le cœur de métier des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale,
peut pour autant être amené à s'intéresser au sujet d'urbanisme de manière connexe, puisque la plupart du temps, assez souvent, lorsqu'on a des infractions à l'urbanisme, on peut également avoir des atteintes à l'environnement. Je rappellerai également un point important en introduction, c'est que lorsque les communes interviennent en matière pénale, elles interviennent toujours pour le compte et au nom de l'État, ce qui peut être un moyen également de vous sécuriser et de ne pas hésiter à vous lancer dans l'action pénale, puisque c'est l'État qui reste le responsable finalement de l'action, puisque vous intervenez dans ces cas-là pour le compte de l'État et pas pour le compte de la collectivité. Alors, la sanction pénale, tout d'abord, elle va passer par l'identification de l'infraction. Il va falloir examiner le dossier, l'historique sur le terrain, vérifier les possibilités de régularisation, organiser la visite avec les services de police et les services de l'État si nécessaire. Alors, vous me direz, mais c'est à peu près la même chose sur le plan administratif. Et oui, la réponse est effectivement celle-ci. C'est-à-dire que finalement, le volet administratif et le volet pénal, initialement, c'est sur la base de la constatation de manquements ou d'infractions aux règles d'urbanisme. Et ensuite, on peut faire de l'administratif, on doit informer le parquet du volet pénal, et les deux vont transiter de manière finalement parallèle. Les différentes infractions, alors il peut y avoir des infractions, comment marche cette zapette ? Voilà. Des infractions aux règles de procédure, donc par exemple tout simplement l'absence ou le non-respect d'une autorisation, des infractions aux règles de fond également, non-respect du code de l'urbanisme, du règlement du PLU, et il peut y avoir évidemment un cumul de ces différents cas, notamment voilà, par exemple une construction sans permis mais autorisée par le PLU, ou une construction avec permis dans une construction inconstructible du PLU. Attendez, oui, c'est bon. Alors, effectivement, lorsqu'on engage une action pénale, on va naturellement se poser la question de la prescription de l'action pénale. Donc, comme tout délit, la prescription est de 6 ans. Alors 6 ans, ça peut paraître court, mais en matière d'urbanisme, on se rend compte que finalement, ça peut être finalement assez rapide, puisqu'on ne constate pas forcément tout de suite que la construction est illégale. Alors effectivement, vos agents peuvent être amenés à le constater, vous-même peuvent être amenés à constater l'érection d'une construction, mais pour un peu qu'elle soit cachée par une haie ou autre, effectivement, on ne s'en apercevra pas tout de suite. Et c'est là que viendra la seconde partie de l'exposé, où on vous mettra que grâce à des outils numériques, vous allez pouvoir être plus efficace effectivement pour la constatation. Ce délai peut être interrompu par tout acte de poursuite ou d'instruction. Donc, par exemple, un PV est dressé, il est envoyé au service de police ou de gendarmerie, ça interrompt le délai. Et donc, effectivement, ensuite, on peut agir. Alors, est-ce que ça marche ? Voilà. Alors, la question du droit de visite. Le droit de visite, alors effectivement, c'est une problématique que vous vous poserez à la fois en matière pénale, mais également en matière administrative, puisque à l'origine, c'est le même sujet. Effectivement, pour rentrer sur le terrain et faire des constatations, il faut un accord de l'occupant. La plupart du temps, il sera donné, puisqu'il y a toujours le risque ou la menace que les services de police ou de gendarmerie interviennent, et donc effectivement, on préférera donner son accord. Mais sachez qu'en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il est toujours possible de saisir le juge. Alors, la procédure est certes un peu plus complexe, mais on peut obtenir un droit de visite sans l'accord de l'administré. Mais ce qui est vraiment important de connaître, c'est il est vraiment préférable de pouvoir pénétrer sur le terrain pour faire des constatations. Les constatations de l'extérieur du terrain, la plupart du temps, auront une valeur probante qui sera fragile. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. En cas de refus d'accès, déjà, effectivement, le fait de refuser l'accès est un délit. Il faut faire consigner par écrit l'opposition, ce qui vous permettra, le cas échéant, de saisir le juge et de faire un PV pour obstacle au droit de visite. Alors, ensuite, ce PV est envoyé au procureur de la République, qui va pouvoir décider de l'issue qu'il peut donner. Et c'est là qu'il est également intéressant d'avoir cette articulation avec le volet administratif. C'est que si par ailleurs, parallèlement, vous avez engagé une procédure administrative, le parquet va naturellement
voir quelle est l'issue de la procédure administrative, si celle-ci a permis la régularisation, si celle-ci a été efficace, effectivement, il procédera au classement, et ce n'est que dans les cas les plus complexes que l'autorité judiciaire interviendra. Également, autre possibilité, la médiation pénale, qui est une alternative aux poursuites et qui va permettre effectivement d'engager un dialogue avec le contrevenant et de voir si, dans le cadre d'une régularisation de la construction ou de la démolition volontaire de la construction, il n'y a pas la possibilité de classer sans suite, à la fin de la médiation, le dossier. Également, pour être complet, la procédure de comparution par reconnaissance préalable de culpabilité, qui permet également d'avoir une réponse plus rapide, puisque c'est une peine négociée. Je n'en dis pas tellement plus, parce que c'est du droit commun, du droit pénal. Les sanctions, une amende d'un montant minimum de 1 200 €, avec maximum 6 000 € par mètre carré, jusqu'à 300 000 € dans les autres cas. Peine d'emprisonnement de 6 mois en cas de récidive. On voit qu'on est surtout sur la sanction financière, mais c'est une sanction financière qui peut être tout à fait importante et donc efficace. Des possibilités également de prévoir des astreintes. Je ne détaille pas, mais effectivement, on a un dispositif d'astreinte qui est également assez efficace. La possibilité également de faire exécuter d'office la décision aux frais du contrevenant. Donc ça peut entraîner notamment, par exemple, la démolition d'office. Puisque on peut effectivement... alors la saisie du... Alors, c'est deux choses. C'est que là, on passe aux sanctions civiles, la saisie directe, mais dans ce qu'on vous indiquait jusque-là précédemment, on était sur la procédure pénale. Vous savez que le juge pénal peut à la fois intervenir dans un cadre civil, et dans ce cas-là, il peut procéder aux dispositions qu'on va vous présenter sur le volet purement civil. Je ne sais pas qui présente. Voilà, c'est Alain. Merci Vincent. Donc effectivement, 3 types de sanctions. Les sanctions pénales que Vincent vient de vous expliquer, les sanctions administratives dont je vous ai parlé. Et il y a également un 3e type de sanction, c'est le juge civil. Alors le juge civil, il peut être saisi de 2 manières pour une construction illégale. Tout d'abord, pour démolir une construction édifiée suite à un permis annulé. C'est une action un peu particulière parce qu'elle est engagée par un tiers ou par le préfet. L'action qui concerne plus les communes, c'est l'action sur le 480-14 du Code de l'urbanisme. Et c'est une action qui est édifiée, c'est une action pour démolir une construction édifiée sans ou en méconnaissance d'une autorisation. Et ça, c'est une autorisation qui peut être engagée par les communes, devant le juge civil. Je sais que ce n'est pas l'interlocuteur habituel des communes, mais c'est aussi une possibilité. Et en fait, cette action civile, elle a une utilité assez précise, c'est que lorsque l'infraction pénale est prescrite, vous savez, 6 ans, ça peut être un peu court dans les grosses communes où on a un peu du mal à identifier toutes les constructions au quotidien. Si l'infraction pénale est prescrite, vous pouvez vous rabattre sur le juge civil où la prescription est de 10 ans. Et c'est un peu, on va dire que c'est assez simple parce que ça ne nécessite qu'une assignation, pas de PV, pas de demande de régularisation. On peut aller en référé pour obtenir qu'il soit statué plus vite, possibilité d'une saisine par le maire. Et en fait, cette action civile, elle a été utilisée par le préfet de l'Hérault dans une vidéo qu'on va vous présenter en 2e partie. Il vous expliquera bien mieux que je ne saurais le faire. Voilà. De toute façon, la conclusion... Merci Alain, merci Vincent. Alors, en conclusion, quelques mots. L'action de l'État dans tout ça. L'État peut accompagner les collectivités, notamment au travers de nos collègues qui sont présents dans les services déconcentrés, dans les DDT. Et puis, le préfet peut organiser, de manière assez formelle, une collaboration entre tous les acteurs, entre le parquet, les élus, les agents de l'État, d'autres acteurs institutionnels ou non institutionnels, qui permettra une coopération qui a pour effet d'augmenter l'efficacité des actions. Parce que la difficulté, c'est d'agir seul, on est plus efficace à plusieurs.
Il y a des projets de loi qui ne dépendent pas que de l'État, mais également du Parlement. Un projet de loi dont l'examen va débuter et qui va faciliter pour les agents municipaux le constat sur le terrain, puisqu'il est prévu de ne plus avoir d'obligation de commissionner les policiers municipaux. Donc, si la loi est adoptée, une phase de procédure sera supprimée pour faciliter l'action des agents des collectivités sur le terrain. Je signale également que l'État a édité de nombreux guides, plaquettes et supports pédagogiques à destination des élus. Notre direction des affaires juridiques a produit un volumineux guide de 180 pages pratiquement, qui explique la procédure pénale essentiellement et qui vous propose des exemples d'arrêtés, arrêtés interruptifs, procès-verbal de constat d'infraction, et qui vous détaille tous les points de vigilance à respecter, notamment en termes de procédure. Quand on est dans une procédure, il y a de nombreux points, de nombreuses étapes à respecter qui, si elles ne le sont pas, entachent l'acte d'illégalité et ne permettra pas à la procédure d'aboutir. Donc c'est certain que c'est un peu complexe, mais il existe de nombreux supports vous permettant d'y parvenir. Et puis, ce guide pénal est disponible à partir de n'importe quel moteur de recherche sur Internet. Il n'est pas encore sur l'Internet de notre ministère, mais il y sera sous peu. Et en tapant les mots-clés « guide pénal urbanisme ministère », vous y arrivez dans les premières solutions de recherche. La lutte contre les constructions illégales nécessite également une formation des agents et puis la détermination d'une stratégie. On ne va pas se confronter à l'illégalité d'une construction de la même manière s'il s'agit d'un Velux de toit ou s'il s'agit de la villa californienne que j'évoquais en introduction. Il y a une réflexion à avoir, notamment pour proportionner les actions à mener, proportionner le montant des astreintes qui peut être infligé par l'autorité administrative. Le doublement quotidien du montant de l'astreinte prévu par le projet de loi UVARD permettra d'être plus efficace contre les plus grosses infractions. Voilà, donc réfléchir, discuter avec les services de l'État, discuter avec différents collègues ou autres collectivités pour permettre d'avoir des retours d'expérience et partager ce qui est efficace. Voilà, j'en ai terminé. Je vous repasse la parole. Merci à vous. Donc on va peut-être Madame Pouzadou, coprésidente de la commission aménagement, qui va prendre les questions-réponses. Okay. Bonjour à tous, je vous prie de m'excuser pour mon retard, mais j'avais... bref, voilà, je suis en retard. Mais merci de votre intervention et merci aux équipes d'avoir fait le relais. Donc on a eu cette première partie par la DHUP, je tiens vraiment à vous en remercier. Alors, très technique, hein, quand même, il faut pouvoir tout digérer, surtout qu'on est dans des phases où, je fais l'intro que je n'ai pas faite tout à l'heure, hein, où parfois on se sent quand même seul au combat, parce que, et j'en reviens à votre conclusion, si voilà, les services de l'État en déconcentré sont quand même présents. Moi, je suis maire d'une commune dans l'Allier de 5600 habitants. On se rend compte que c'est quand même très compliqué pour avoir des temps de réponse et des réponses opérationnelles. Et surtout, alors je me permets de le dire, et je vais peut-être provoquer, j'en suis vraiment désolée, mais parfois, procureur de la République ne nous suit pas du tout. Et entre le temps, alors je ne sais pas si j'enfonce une porte ouverte aux collègues, donc ça c'est dit, c'est fait. Voilà, c'est dit, c'est au moins c'est bon. Et c'est vrai qu'on se sent seul face à nos administrés, même ou en termes d'accompagnement des services de gendarmerie ou autres, des fois ne sont pas là. Et parfois aussi, et dans beaucoup de nos communes, il faut qu'on forme nos personnels, mais parfois c'est les équipes municipales et peut-être que les collègues qui vont témoigner, c'est les élus qui sont au front et au moulin, et c'est quand même très compliqué de faire la conciliation, la concertation, et d'avoir aussi le bâton en même temps dans la main. Donc on a besoin de ces outils qui sont mis en place. Nous, à l'AMF, on les a portés, hein, que ce soit dans le projet de loi sur la simplification de l'urbanisme, on a proposé des amendements et autres. On continue. Les astreintes qui augmentent, c'est une vraie question de se dire, est-ce que le maire, ça ne va pas être des montants
où pour le coup on va pouvoir être seul en accusation. Nous, on se pose encore la question, même si on sait qu'il faut pouvoir avoir les leviers. Mais en tout cas, c'est toutes des choses il y a un vocabulaire qu'il faut que les uns et les autres, on arrive à prendre en compte et qu'il y ait cette chaîne de continuité qui peut se faire. Alors comme on a notre DHUP qui est présente et je les en remercie, est-ce que vous avez des questions à leur poser? Et là, je vois, il y a des doigts qui se lèvent. Donc on y va. Vous vous présentez, question courte, plus courte que moi. Maire d'une commune de moins de 5000 habitants, à peine 3000, donc les mêmes difficultés que vous. Alors moi, j'ai eu un sujet sur un abattage d'arbres protégés. Donc j'ai fait un procès verbal, j'ai envoyé au procureur de la République et le procureur de la République est revenu plusieurs mois après vers moi pour me demander de déposer plainte, alors que j'avais déjà fait de nombreux procès verbaux et on ne m'a jamais demandé de déposer plainte. Donc je n'ai pas trop compris, j'ai déposé plainte et voilà. Il faut qu'on prenne les choses dans le bon sens. Mais il y a question, témoignage. On fait une petite... voilà, qu'on voit un petit peu l'ambiance. Oui, je suis donc chargé de l'urbanisme dans une petite commune de l'Hérault. Je vais voir si effectivement le préfet a répondu à nos attentes. Néanmoins, il y a beaucoup de petites infractions, type, comme vous dites, pose de Velux, pose de climatiseur en façade, ravalement, etc., pour lesquelles nous arrivons toujours trop tard. C'est fait en 2 jours, un ravalement d'immeuble, donc on arrive trop tard. Moi, ma question, c'est même une suggestion à ceux qui font la loi. On se tourne généralement contre le maître d'ouvrage, c'est-à-dire les propriétaires. Or, les professionnels, eux, sont très au courant, ont un devoir de conseil vis-à-vis des propriétaires. Et j'aimerais aussi qu'on puisse se retourner contre les professionnels, de façon à dissuader de faire ce type d'infraction. Très bien, merci. Oui. Alors, il y a une question au fond. Il y en a une là. Alors, monsieur le micro, on y va. Oui. Derrière. Je ne sais pas si on m'entend. On vous entend. D'accord. Donc, moi, je suis donc maire d'une petite commune de la région Occitanie, dans le Gers. Alors, j'ai vécu cette expérience complètement, n'étant pas un sachant. L'opération a duré 2 ans. Il est très difficile pour un maire d'une petite commune de 800 habitants. En fait, je n'ai pas de service. Et donc, et puis, il faut savoir que dans le département, se lancer dans une procédure, même au niveau de la DDT du département, c'est peut-être une première sur les 10 ans qu'ils exercent. Donc, c'est très compliqué. Chemin de croix. Alors, bien sûr, j'entends tous les outils. J'entends que j'ai mené cette affaire en essayant de ne pas créer un vice de procédure, parce que le droit de visite, il faut certes avoir le document, mais même pour prendre des photos depuis le service, enfin depuis l'espace public, encore faut-il y être, dans les terres agricoles. Moi, mon procès verbal, il concernait quoi ? Un permis de construire pour installer une grange agricole pour une activité qui, au fur et à mesure, devient une belle demeure avec un clubhouse, avec vue sur les Pyrénées. Donc voilà. Et donc ça, c'était très compliqué. Alors aujourd'hui, bien sûr, avocat, 5 000 € de 2 ans de procédure. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est passé en pénal. Donc on redemande la mise en conformité par rapport au permis de construire pour une grange avec une astreinte telle que ça a été évoqué. Bon, une fois qu'on a dit ça, je me dis, mais qui se charge de vérifier la mise en conformité et l'astreinte? Alors là, gros point d'interrogation. Monsieur le maire, vous prenez votre armure bien costaud et vous allez voir votre administré, bien connu, soi-disant, avec beaucoup de connaissances autour, parce que là, je m'attaquais quand même à un gros bonnet de travaux publics, donc qui a pignon sur rue et qui connaît beaucoup de monde. Eh bien, je peux vous dire que ça vous met une grande claque dans la tête pour avoir assez de courage pour mener ce genre d'action. Voilà. Merci. Alors, on va prendre 2-3 interventions et puis je vous laisserai la parole. Voilà, oui, je vais essayer d'être bref. Donc moi, je suis maire d'une commune de 4300 habitants dans la Haute-Garonne et j'ai un vrai fraudeur à l'urbanisme, multiple fraude. J'aimerais sensibiliser aussi les services de l'État
sur le fait qu'il faut aussi informer la DGFiP qu'il faut rédiger les actes quand il y a une astreinte d'une façon très sérieuse, parce que sinon c'est attaquable. Ensuite, effectivement, vous avez parlé du procureur. Le procureur, c'est très très long. Il est plus à même de mettre en garde à vue un maire pour un harcèlement qu'il n'a pas connu suite à une plainte de la personne, que de les poursuivre pour un problème, de multiples problèmes d'urbanisme. Effectivement, puisque la personne a fait un faux témoignage, a porté plainte, a eu des ITT pour des harcèlements quotidiens que je ne fais pas. Ça, c'est le premier point. Et donc, le dernier, cette même personne se présente contre moi. Il sera certainement adjointe, si je suis battu, adjointe de mon opposante politique. Si elle abandonne les poursuites, que risque le maire? Très bien. Vous nous avez mis du niveau, là. On répondra peut-être pas à tout. Hein. On ne fera pas le résultat du scrutin, monsieur le maire. Monsieur. Oui. Ça marche, vous m'entendez? Le son arrive. D'accord. Donc, je suis maire de Saint-Lizier, une petite cité médiévale dans l'Occitanie, en Midi-Pyrénées, et qui est porteur de 5 édifices UNESCO au titre de Saint-Jacques-de-Compostelle, et donc monument historique, ABF, 500 mètres de protection. Comment je fais? Et j'ai plein de petits délits, peu de gros délits, puisqu'on n'a plus de foncier, des petits délits de respect des ABF, et donc je suis coincé entre le marteau et l'enclume, entre les ABF, les ayatollahs qui sont à l'intérieur de ma ville et ceux qui contreviennent au règlement des ABF. Comment je fais? Et j'ai des plaintes tous les jours. D'un côté, ceux qui ne respectent pas la réglementation et les autres en disant « Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous ne faites pas respecter votre ville. » C'est d'avoir une commune trop belle, monsieur le maire. Madame. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous... Oui. Céline Deligny, je suis maire d'une petite commune de 3500 habitants en Gironde. Je voulais compléter votre témoignage parce que je vis la même situation. Exemple, sujet qui est traité au sein de la commune via un PV, etc., auprès du PROC depuis 2021. Les contrevenants donc, ont été entendus par la gendarmerie. Très bien, jusque-là. Sauf qu'il faut aussi qu'au sein de nos gendarmeries, nos gendarmes soient formés également à la gestion de ces sujets d'urbanisme. Parce que et je ne les blâme pas parce que mes relations sont excellentes avec notre gendarmerie qui nous accompagne. Donc ça, c'est la parenthèse pour vraiment leur rendre hommage. Mais à défaut d'être formés, les questions sont très basiques. Et lorsque vous avez le contrevenant qui dit « Ah ben non, j'étais pas au courant, ah ben non, je savais pas », et qui tente de mettre en avant la bonne foi qu'il n'a pas, il nous appartient, lorsque le soit transmis nous revient, de réargumenter. Et de réargumenter sans cesse, de se replonger dans un sujet. Et je l'ai vécu il y a une semaine. Le sujet date de 2021. Au travers de ce soit transmis, on me dit « Madame le maire, vos observations ». Mes modes d'observation, quand on est dans une petite commune où nos agents sont polyvalents, je crois qu'on n'imagine pas le travail intellectuel que cela est de se replonger dans un sujet qui a 4 ans. Et je vous rejoins également complètement. J'ai fait le bilan. Moi, le sujet, histoire de ne pas faire tomber la procédure, histoire d'être parfaitement dans les règles et de pouvoir aboutir, parce qu'on a aussi cette obligation vis-à-vis des administrés qui, eux, font les choses dans les règles, de leur montrer qu'on est encore dans un état de droit et qu'on ne fait pas ce que l'on veut. Eh bien, aujourd'hui, j'en suis à 7 500 €. Et quoi qu'il advienne, j'ai perdu ces 700 000 €. La commune les a perdus. Et peut-être que je vais me faire entendre au final, mais au bout d'une procédure de 5 ans, d'au moins 7 500 € et d'une énergie qui nous dépasse. Et ça, je souhaiterais aussi vraiment qu'on l'entende parce qu'on ne manque pas d'ambition pour le faire. Mais les procédures sont trop longues. Et dans les petites communes, je crois qu'il faut... moi, je n'ai pas 10 cerveaux, mes agents non plus. Donc, au bout d'un moment, c'est la lassitude qui l'emporte. Et je trouve ça fort dommageable. Donc, je pense que, voilà, pour revenir au sujet également, il faut que les gens soient formés dans nos gendarmeries pour que l'on puisse avoir un regard vraiment technique sur ces sujets-là. Qu'on arrive à gagner tous en efficacité. Tous en efficacité, oui, exactement. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a un dernier témoignage avant qu'on puisse... Oui, bonjour. Avant les prochains. Hein. Ça marche. Oui, ça marche.
Oui, bonjour. Bon, je m'aperçois que l'Occitanie est bien représentée ici. Je dis bonjour à monsieur le maire de Saint-Lizier. Je suis maire d'une commune d'Ariège aussi, de 300 habitants. Donc, vous voyez, bon, une petite commune rurale. Et nous sommes confrontés effectivement à tous ces problèmes. Bon, il faut savoir que ce que nous rencontrons, hein, c'est que bon, des administrés, bon, des Velux, des façades, des ouvertures, et souvent sans autorisation, forcément. Et après, bon, quand on leur dit, bon, il serait bon quand même que tu déposes un dossier. La réponse souvent qu'on a, ils nous disent, bon, va faire enlever le mobil-home à tel endroit et après tu reviendras me voir. Cabanisation est assez important sur nos zones rurales. Et ce que je voudrais dire, imaginez un jour, peut-être qu'il y a déjà... Avancer. Oui, parce qu'il y a un problème de réseau. C'est ça. Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est que, en principe, sauf autorisation administrative, la chasse est interdite à 150 mètres des maisons. Imaginez qu'un jour, il arrive un accident pour des personnes qui sont dans des cabanes, dans des yourtes, dans des mobil-homes. Qui serait responsable? Est-ce que ce serait la responsabilité de la mairie? Est-ce que ce serait la responsabilité de l'État? Parce que bon, nous, on est démunis. Hein. Bon, il faut appeler un chat un chat. Je ne vois pas comment, après, déjà, est-ce que nous, maires, est-ce que nous avons le droit de rentrer sur une propriété privée pour voir que dans un bois, il y a des cabanes, il y a des yourtes? Quel est le droit là-dessus? Merci. Merci à tous. On va commencer à avoir peut-être quelques éléments de réponse de toutes ces situations diverses et variées. Hein, oui. Ça marche. Quelques séries de réponses et puis peut-être que mes collègues pourront évidemment compléter. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Alors, sur la question de l'abattage d'arbres et le fait qu'il faut déposer plainte, alors je dois avouer que je ne connais pas le dossier, donc je ne vais pas vilipender le collègue qui a répondu qu'il fallait déposer une plainte, mais il me semble que dès lors que la constatation de l'infraction, s'il s'agit d'une infraction, a fait l'objet d'un procès-verbal dressé par un agent municipal assermenté, il n'y a pas besoin d'un dépôt de plainte complémentaire. Donc, je pense qu'il peut être intéressant de répondre peut-être au parquetier qui vous a fait cette demande, de bien vouloir expliquer les raisons pour lesquelles un PV dressé par un agent assermenté ne suffit pas pour ensuite poursuivre au pénal. La question du dépôt de plainte, c'est une autre question, c'est l'action civile de la commune. Désolé, je rentre un peu dans la technique juridique. C'est l'action civile de la commune. L'action civile de la commune, vous pouvez le faire, vous pouvez déposer une plainte pour obtenir une indemnisation au titre de l'action civile, mais en aucun cas, ça n'a d'incidence sur le suivi de l'action pénale. Bon. Oui, bon, bah, si ça peut faire avancer le dossier, parfois il faut être pragmatique. Vous avez raison. S'agissant, alors, il y a peut-être, dans les différents exemples que vous avez indiqués, je vois que vous évoquez surtout des procédures qui sont des procédures pénales. Or, alors effectivement, le dispositif de la procédure administrative n'existe que depuis 2019. Il est peu connu et, comme je l'indiquais dans la présentation liminaire, en fait, c'est vrai que quand un agent constate une infraction, c'est une infraction pénale, en même temps que ça peut faire l'objet d'une voie administrative. Donc effectivement, c'est forcément quelque chose qui a une coloration pénale et on va la transmettre au procureur de la République. Bon. Mais il apparaît essentiel de mobiliser justement le dispositif administratif. Le dispositif administratif, il a plusieurs avantages. Déjà, il est à votre main. Il est à votre main, donc vous dressez votre PV, vous faites la mise en demeure, et s'il n'est pas déféré à la mise en demeure, vous pouvez prévoir une astreinte. Avec la loi UVARD, vous allez même pouvoir prévoir une amende. Et sachez, ça me semble un point tout à fait important, notamment dans ce qui était indiqué à l'instant, que ces amendes sont recouvrées au bénéfice de la commune. Donc ça veut dire que les diligences que vous aurez faites, qui auraient pu vous coûter de l'argent, vous allez les récupérer du fait du paiement de l'astreinte ou de l'amende. Donc ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Par ailleurs, alors effectivement, je comprends que ça puisse être
complexe d'organiser cette procédure. Alors, 2 éléments de réponse. Le premier, il va vous être fourni dans la présentation qu'on va vous faire des outils numériques qu'on veut essayer de mettre en place et de développer sur le territoire national pour aider à l'élaboration des procès-verbaux. On a ce qu'on a évoqué dans le guide, c'est-à-dire des modèles qui peuvent être utiles pour vos agents. Et par ailleurs, les directions départementales des territoires doivent notamment être là pour vous accompagner. Alors, je sais bien qu'en fonction de la capacité des agents, effectivement, la bonne passante, comme on dit parfois, peut être limitée. Mais là aussi, hein, je renvoie quand même vers nos services déconcentrés, qui sont aussi là pour vous accompagner et qui d'ailleurs se sont vus conférer par la proposition de loi UVART qui paraîtra bientôt, la possibilité pour le préfet de se substituer à la commune. Donc ils vont pouvoir éventuellement, le cas échéant, être amenés à intervenir en lieu et place de la commune sur ce volet administratif. S'agissant des problématiques que vous évoquiez sur la responsabilité de l'élu, de la commune, lorsqu'elle intervient au pénal, lorsqu'elle dresse procédure et qu'elle engage une procédure. Je reviens à ce que j'indiquais tout à l'heure. Lorsque vous intervenez sur le volet pénal, vous intervenez pour le compte de l'État. Et donc, intervenant pour le compte de l'État, la mise en cause, on ne peut pas aller chercher la mise en cause de la responsabilité de la commune, puisque vous intervenez pour le compte de l'État. Cela a été jugé par les juridictions administratives à plusieurs reprises. Il n'y a pas de difficulté sur ce point. Et donc, je n'ai aucune raison de se censurer, évidemment, dès lors que les choses sont faites dans les règles. Également, s'agissant des problématiques qui ont été évoquées sur les terrains, les yurts, ce genre de choses, des constructions illégales qui se développent, et la comparaison entre déplace le mobilo, mais je m'occuperai de mon Velux après et je ferai le dépôt. Bon. Alors, déjà, une première chose, comme je l'indiquais, alors, il faut obtenir, le cas échéant, l'accord du propriétaire, mais si vous n'obtenez pas l'accord, il y a toujours la possibilité de saisir le juge pour se faire autoriser le fait de pénétrer sur la propriété sans son accord. Je renvoie au L400, je ne sais plus, c'est 61.3, mais peu importe, vous trouverez tout dans le guide, qui permet effectivement d'intervenir même sans l'accord du propriétaire. Ça, c'est le premier élément. Et surtout, notamment avec la proposition de loi UVART, il y a la possibilité maintenant de démolir, pas uniquement dans les endroits où on a des zones de risque, mais également dans des zones naturelles. Donc là, ce qu'on a ciblé avec ce dispositif-là, et c'est véritablement justement ces problématiques de développement, de construction un peu informelle et de cabanisation, de manière à pouvoir favoriser la démolition. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ces nouveaux outils. Est-ce que j'ai oublié des choses, Caroline? Je me tourne vers toi, peut-être. Tu as un complément à apporter sur un point? Sur la formation des autres, l'information et la formation des autres acteurs institutionnels, par exemple les gendarmeries, les huissiers qui ne sont pas toujours au courant des procédures. Je pense qu'on pourrait essayer, au niveau ministériel, d'avoir des actions de communication en direction de ces autres participants intervenant dans les procédures et qui vous accompagnent sur le terrain. Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y avait une époque, mais je crois que c'est toujours le cas, une formation spécifique des gendarmes à des modules en matière d'atteinte à l'environnement, et donc normalement il devait également y avoir un petit module urbaniste. Il faut aussi que les services de police et de gendarmerie, ça peut être l'occasion de leur suggérer, ils peuvent tout à fait faire appel aux sachants que sont nos agents de la DDT. C'est-à-dire qu'un agent de la gendarmerie peut tout à fait, par exemple, réaliser une audition de manière conjointe avec un agent de la DDT. Il peut se faire assister d'un agent de la DDT pour réaliser une audition de manière à être plus pertinent dans son audition. Mais vraiment, j'y insiste, le niveau, la variété des situations de délinquance fait que effectivement, c'est un constat, c'est peut-être un constat d'échec, mais les parquets n'ont qu'une capacité limitée à mobiliser à la fois leurs compétences, mais également celles des agents de police et gendarmerie pour traiter ces sujets d'urbanisme. Et c'est la raison pour laquelle, avec les procédures administratives, vous pouvez répondre à la plupart des cas, on va dire, d'une complexité faible à modérée. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ces nouveaux outils.
Et alors, si vous me permettez, oui, ma collègue me le dit, la question des artisans, la suggestion qui a été dite. Ah oui, on suit. Hein. Oui, tout à fait. Vous avez bien fait. C'est prévu. C'est prévu puisque, effectivement, le code de l'urbanisme évoque la personne qui réalise des travaux. Celui qui réalise des travaux, alors c'est évidemment le propriétaire, mais il va prendre un artisan pour cela. Donc on peut effectivement poursuivre un artisan qui réaliserait des travaux en violation des règles d'urbanisme. Et donc c'est le rôle de l'artisan d'aller indiquer à la personne qui le mandate pour déposer un Vélix qu'il faut qu'il fasse une déclaration préalable. Et j'insisterai également sur ce point, ça me paraît vraiment essentiel, c'est peut-être un message à faire passer aux administrés. Le fait de faire une déclaration préalable, le fait de faire un permis de construire, même pour des choses simples, un Vélux, une petite pergola ou autre, ça sécurise. C'est-à-dire que quand dans 3 ans, 4 ans, le propriétaire aura envie de revendre son bien, s'il n'a pas la déclaration préalable, s'il n'a pas de permis de construire, il va avoir du mal à vendre son bien parce que le nouveau propriétaire pourra se dire de manière légitime « Ah, ça n'a pas été autorisé, je vais avoir des problèmes avec le fisc, je vais avoir... » C'est surtout que le notaire va refuser de faire l'acte. Et parfois, le notaire va refuser de faire l'acte. Donc voilà, ça sécurise également. Très bien. Alors là, il y a un complément. Et après, on va avancer. Oui. Monsieur Lassoc, élu d'une commune du Var, 4500 habitants. Je reviens sur cette question des notaires en sensibilisation, puisque le grand sport chez nous, c'est effectivement la vente des habitations, mais sans conformité. C'est-à-dire qu'une fois que la maison a été construite, que le permis n'a pas été respecté, que la conformité n'est pas attribuée, chez nous, tout le monde s'en fout, et les maisons se vendent sans conformité. Ah, voyez-nous, dans l'Allier, on est vachement plus réglo. Hein. Je veux dire qu'il y a quand même une différence territoriale énorme. Mais ce qui est vrai... En fait, on voit qu'on est quand même, vous l'avez vu et senti, on est quand même, on se sent quand même seul un peu au bataillon avec des vraies questions. Pour le coup, il y a vraiment des outils juridiques à notre disposition. C'est certainement trop méconnu de nous tous. Donc il est vrai qu'il faut que nous, au niveau de l'association, dans le cadre de nos nouveaux mandats aux uns et aux autres, qu'on puisse, et puis on voit que tout a évolué aussi, qu'on puisse faire une vraie mise à jour dès le départ sur l'année prochaine et peut-être arriver à organiser, voire peut-être avec nos associations départementales, aussi des formations ou des informations, mais qui soient ouvertes aussi à nos services de gendarmerie par nos DDT. C'est des choses qu'il faut qui soient stimulées voilà, ensemble, mais je pense qu'on va le mettre. Pardon. Sujet avec le CNFPT à l'occasion, ça peut être aussi voilà. Aussi. Je sais pas, enfin on travaille régulièrement avec eux, donc ça peut être également une piste d'avancer. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à... En fait, il faut qu'on arrive à savoir où se trouve l'information au départ, voilà, parce que là on est seul dans nos mairies, il faut qu'on arrive à savoir où se trouve l'information, donc il faut qu'on arrive les uns et les autres à communiquer et à avoir nos personnes relais les uns les autres. 1 ou 2 interventions et puis on passe à la suite, s'il vous plaît, madame. Est-ce qu'on a nos maires qui doivent intervenir aussi? Bonjour, donc je suis maire d'une petite commune de 220 habitants. Et nous, en Alsace, en fait, les gendarmes, c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps de venir chez nous. Hein, on a un vrai souci. Par contre, on a les brigades vertes. Donc, eux interviennent beaucoup, tout ce qui est environnement. Mais pourquoi pas, il faudrait peut-être... Ils nous aident aussi beaucoup quand on a des questions urbanistes et tout. Hein. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait développer en France, parce que les gendarmes, je suis désolée, ils ont autre chose à faire, quoi. Ils sont comme nous, ils sont au four et au moulin. Voilà. Donc nous, on a, comme dit, on a les brigades vertes, ça marche très bien, on est très contents, et depuis qu'on les a, même pour tout ce qui est infraction, stationnement avant, où les gendarmes ne venaient pas, eh ben ils viennent. Très Donc peut-être quelque chose à développer en dehors de l'Alsace. Très bien, merci. On continue, vous restez avec nous. Donc, très bien, pardon. Je me permets d'intervenir, bonjour à madame. Dans le département de l'Hérault, il existe aussi, alors il y a des petites collectivités comme partout, et c'est les difficultés, mais certains EPCI, prennent un peu la main, alors pas directement, mais créent des brigades, alors pas vertes du coup, je ne sais pas comment elles s'appellent, grises, d'urbanisme, de manière à pouvoir en fait agir à la demande des maires, s'il y a toujours un problème de police d'urbanisme par rapport aux collectivités, mais sur les territoires qui sont plus petits, les petites communes qui n'ont pas les moyens, voire une assistance juridique pour les astreintes administratives aussi.
Très bien, alors ça c'est libre cours à l'organisation territoriale de chacun. Parfois sur nos pouvoirs on est un peu rebouté. Très bien, je frustre personne pour le moment. Une dernière intervention et je donne la parole à nos grands témoins aussi qui vont faire d'autres éclairages. Alors, je me présente, donc, je suis Jean-Jacques Croix, donc, je suis maire de la petite commune en Indre-et-Loire de Maillé. Je ne sais pas si vous connaissez Maillé, triste mémoire, hein, massacre en 1944. Voilà, donc, donc je découvre les sanctions évidemment contre les contrevenants et voilà, je suis maire depuis 4 ans seulement. Hein, donc, mais en fait, mon problème, il n'est pas là, il est plutôt au niveau des autorisations. Donc on a, notre commune est à peu près dans le périmètre des ABF à 90%. Et là, depuis que je suis installé, donc on se bagarre pour maintenir les écoles, on se bagarre pour... on a suppression de classe il y a 2 ans, l'année dernière. Là, actuellement, on étudie l'éventualité de fermer une école. Enfin voilà, donc, mais paradoxalement, on n'a pas la possibilité de construire, ou difficilement la possibilité de construire avec les ABF. Alors moi, je suis plutôt de nature bienveillante et je me dis que ces gens-là, ils devraient être auprès de nous pour essayer de trouver la meilleure harmonie possible au niveau de notre village. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est du face-à-face. Et là, alors donc du coup, on voit de développement des gens qui ne font pas de demande, effectivement, sur des fois des petites choses, mais des clôtures notamment, des choses comme ça, des couleurs, voilà. Et bon, j'ai une secrétaire de mairie qui est très à cheval sur le sujet, et moi qui est peut-être un petit peu moins rigoureux. Et donc, des fois, des moments je dirais, de malaise. Donc voilà. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre plus attractives nos communes? On est sur l'axe Paris-Bordeaux, donc on a une petite gare. On a une commune qui est appelée à se développer avec des terrains qui sont peu chers, mais on ne les vend pas. Donc à partir du moment où on pointe ABF, secteur ABF, les gens fuient. Voilà. Donc dans le mandat, 4 constructions tout de même, c'est peu. 10 enfants dans ces maisons. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de dire au futur congrès en Indre-et-Loire. Là, voilà, donc comment on fait voilà, je suis complètement démuni par rapport à ça. Et voilà. Merci de ce témoignage. Il y a quand même des réussites, même si c'est compliqué. Et les ABF, ça reste des femmes et des hommes. Je vous laisse... la parole. Donc, suivant les territoires, c'est plus ou moins fluide. Nos collègues du ministère de la Culture n'étant pas là, effectivement, je vais tenter de prendre leur défense. Voilà. Non, mais il y a la solidarité entre les différents ministères de l'État. Alors, peut-être pour vous indiquer que, alors certes, on est conscient du fait que le dialogue peut être plus ou moins facile avec les ABF en fonction de vos territoires. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'au niveau central et dans le cadre des échanges qu'on a avec nos collègues du ministère de la Culture, nous, on essaye de développer justement une culture du dialogue, c'est-à-dire que l'ABF ne soit plus uniquement un censeur, mais soit également un accompagnateur. C'est ce que font un grand nombre d'ABF et nous, au titre du ministère de la Transition écologique, on en a également besoin. Je pense notamment au développement de tous les nouveaux outils, on pense notamment aux ENR, comment insérer de manière intelligente du photovoltaïque dans des zones protégées, comment favoriser la rénovation énergétique et la concilier avec des secteurs patrimoniaux sauvegardés. Donc effectivement, on a agi en plusieurs cas. C'est que déjà, on a élaboré des instructions, des guides qui permettent à la fois aux artisans, aux propriétaires et aux services de l'État d'avoir on va dire des logiciels communs auxquels se référer de manière à objectiver notamment la décision de l'ABF. Il y a toujours une part de subjectivité, mais sachez qu'en plus l'ABF, il y a toujours la possibilité de faire un recours contre sa décision. Mais il y a toujours une part de subjectivité, mais on essaye en tout cas d'harmoniser les jurisprudences et de favoriser effectivement ce dialogue. Et il nous semble que de manière générale, évidemment, vous pourrez tous lever la main pour dire que vous avez un contre-exemple, et ça je suis entièrement d'accord avec vous, mais de manière générale, on assiste quand même à une évolution et avec une amélioration du dialogue et d'une logique plutôt d'accompagnement des projets plutôt que d'une seule logique de censeur. Merci. Alors, dernière intervention, parce que je vous sens
Vous étiez dans mon axe, je ne peux pas dire que je ne vous ai pas vu. Mais les autres, je ne vous vois plus après, on continue. Bonjour, Benjamin Gonzalez, je suis maire d'une commune en Haute-Saône et je suis aussi le propriétaire d'un château monument historique classé au sein de la commune. Alors c'est vrai que l'ABF, je les pratique depuis 15 ans, je suis maire depuis 2014. C'est plutôt compliqué parce que le problème de l'ABF, c'est que c'est personne dépendant. Il n'y a pas de doctrine de l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, il existe un outil qui est vraiment bien, qui s'appelle le PDA, périmètre délimité des abords, qui pédagogiquement avec vos habitants, je vous garantis que c'est vraiment quelque chose de très bien. En fait, ça réduit ce périmètre de 500 mètres. Par exemple, chez nous, il y a à peu près 600 habitations. Il n'y en a plus que 120 qui sont concernés par le périmètre délimité des abords. Et pédagogiquement, avec les habitants, c'est beaucoup plus facile parce que vous axez sur le côté patrimonial de votre commune et puis sur l'espace ancien. Et donc, pour faire comprendre aux gens, tu es dans le périmètre délimité, tu maintiens le patrimoine bâti de la commune dans son ensemble et pas seulement à cause du château du maire. C'est vraiment quelque chose de très bien. Le problème, c'est que pour le mettre en œuvre, il faut que l'ABF soit particulièrement enclin à participer. Chez nous, c'était pas facile parce qu'on a eu quelques ABF pas faciles, d'autant plus qu'il y a la DRAC qui parfois est un peu opposée avec l'ABF. Le conseil, l'ABF le fait pas spécialement. Par contre, on a eu un ABF exceptionnel qui malheureusement maintenant est à Versailles, conservateur, qui a participé à la réalisation de ce PDA. Et je peux vous dire que depuis 4 ans, il n'y a plus aucune discussion d'urbanisme au sein de la commune. Donc je pense que vraiment c'est une des clés indispensables pour que la pédagogie des habitants porte ses fruits aussi sur la construction, mais surtout que les gens comprennent aussi que eux y font, mais le voisin aussi, et finalement c'est l'ensemble qui se complète et qui fait que l'ensemble reste conservé d'un point de vue patrimonial. Merci de ce témoignage qui donne du sens. Alors, on va continuer sur nos collègues qui vont nous faire des retours d'expérience sur le constat des infractions. Donc, ils vont le faire chacun avec leur caractère, ce qui est bien normal est là pour ça. Donc, on a 4 intervenants. Je vais appeler à ma place, tout d'abord, c'est Philippe Béchaud. Il est où, Philippe ? Il est là. Qui est maire de... Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises et c'est écrit petit. Saint-Philippe d'Aiguille. Saint-Philippe-d'Aiguille en Gironde et vice-président de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais. Il y a du vin là-dedans. Oui. Et pas aujourd'hui. Mais le train, c'est compliqué. Non, je vous laisse la parole. Ce que je voudrais vous dire, il y a eu beaucoup de témoignages et beaucoup de ces témoignages regroupent mon intervention parce que souvent, vous avez votre PLUI. Nous, dans le Grand Saint-Émilionnais, donc Saint-Émilion, nous avons plusieurs documents d'urbanisme qui se superposent. Nous avons un PSMV pour la ville de Saint-Émilion. Donc c'est des contraintes très très... C'est un plan de sauvegarde du patrimoine, voilà, mise en valeur. Et si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, sur Saint-Émilion, dès que vous voulez modifier un parc, dès que vous voulez modifier l'intérieur du bâti, vous avez une commission qui s'appelle la CLCPR, où vous avez l'ABF, la DRAC, le sous-préfet, et vous êtes une quarantaine de personnes autour pour décider si le propriétaire peut modifier ou pas son jardin ou son bâtiment. Alors le témoignage que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vu la complexité que nous avons, et nous sommes 22 petites communes, parce que nous n'avons que 6 communes à plus de 1000 habitants, moins de 2000 même, nous avons décidé de mutualiser nos moyens pour pouvoir justement parce que moi je suis un maire de 400 habitants, je n'ai pas du tout les compétences pour effectivement, avec ces complexes au niveau pénal ou même maintenant administratif, de monter les dossiers, je n'ai pas du tout la compétence. Donc on a décidé au niveau du Grand Saint-Émilionnais de former nos agents qui vont aller dans les communes qui le souhaitent, parce que comme c'est une compétence du maire, si le maire le souhaite, donc fait appel aux agents. Dans un premier temps, donc on a fait ça en 2025 sur la conformité, c'est-à-dire que dès que permis, DP ou autre, si le maire le souhaite, nos agents sont formés, assermentés pour aller voir faire valider la conformité. Et en 2026, donc là, on sera sur le pôle répression, c'est-à-dire que nos agents pourront se substituer au maire pour pouvoir, ils seront assermentés bien sûr, et pourront donc aller
comment dirais-je, faire du pénal, enfin du pénal, j'ai perdu mes mots, faire des procédures, voilà, merci. Faire des procédures à notre place, parce qu'ils sont formés. Et j'anticipe un petit peu les propos de ma voisine, où nous avons en Gironde la chance, donc il y a 2 ou 3 départements aussi, où nous avons un logiciel qui s'appelle Lucie, et qui nous aide à faire ces procédures, mais je ne dévoile pas ce que vous allez dire. Et ça nous aide beaucoup parce que nous, maires, on a été formés, nos secrétaires de mairie ont aussi été formés, et nos agents sont formés, et ce qui amène à faciliter toutes les procédures. Voilà. C'était un peu témoignage, après j'avais d'autres choses à dire, mais ça a été dit, j'irai dans la salle. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire, de ce témoignage, qui permet aussi de se dire que les uns et les autres, voilà, on rencontre tous, malgré la diversité de nos communes et des fois les patrimoines et autres à sauvegarder qui ne sont pas les mêmes, on a des outils et chacun met sa difficulté. Et surtout, on essaye de trouver des solutions. On a Emmanuel Favre, qui est toujours en Gironde. On a un lobbying de la Gironde ce matin. On a... Donc, si, ça marche, oui. Madame le maire de Saint-Loubet, bonjour à tous, qui est coincée entre 2 gros mastodons. Voilà, alors je vous ai mis une petite carte pour qu'on sache où on se balade. Donc on est effectivement un peu plus à l'ouest que mon collègue du Saint-Émilion. On est à Saint-Loubès, sur une petite communauté de communes coincée entre Libourne et Bordeaux. Et donc 6 communes dont nous sommes la plus grosse puisque c'est 10 000 habitants. Donc 10 000 habitants, c'est pas mal. On peut se dire il y a un service urbanisme, on n'est pas comme vous avec pas d'agents. Mais par contre, quand on voit la complexité technique de tout ça, donc moi quand je suis arrivée, je me suis aperçue effectivement que mes agents, ils n'avaient pas forcément la capacité de m'expliquer tout ça. Donc j'ai pas la zapette, donc il va falloir que quelqu'un appuie. Voilà, merci. Voilà, donc on a tout d'abord commencé par... se dire comment on voulait aménager notre territoire, parce qu'il faut choisir ses combats. Donc on a décidé effectivement de préserver nos terres naturelles et agricoles, et on a mis des outils dans le PLU pour pouvoir justement attaquer des choses qui ne nous convenaient pas sur l'aspect agricole et naturel ou dans nos 2 coulées vertes. Et puis dans la partie urbaine, eh bien aussi protéger les espaces qui étaient à protéger, comme des alignements d'arbres, comme certains espaces paysagers ou patrimoniaux, des croix, des choses qui avaient vraiment un rôle architectural qui nous semblait important. Donc on les a inscrits dans le PLU en se disant au moins c'est inscrit, vous ne pouvez pas couper un arbre comme ça, celui-là il est classé, comme vous l'avez fait certains d'entre vous, mais aussi là il y a quelque chose d'architecture qui doit être protégé. Donc on a vraiment une grosse annexe avec beaucoup d'éléments protégés dans notre nouveau PLU, et on a travaillé aussi à densifier du coup le centre-ville certes et la zone industrielle, mais à préserver nos hameaux et faire en sorte qu'ils soient avec une qualité architecturale qui va rester la même. Et alors là, j'ai mis un petit carré jaune complètement en haut à gauche, parce que je vais vous emmener vous balader un petit peu dans la campagne, dans la zone A de Saint-Loubès. Et en fait, on découvre là que dans un endroit qui est A, donc il y a déjà des constructions en 2006 et 2010. Alors moi, j'utilise beaucoup, je veux remonter le temps de l'hygiène. C'est un petit outil super parce qu'on voit comment ça a évolué. Alors c'est intéressant pour voir la densification de sa commune et l'artificialisation. Mais aussi, on découvre des trucs. Donc là, il y avait des endroits où c'était déjà quand même bien cabanisé. Et on voit en l'espace de 15 ans que c'est devenu une catastrophe. Le problème, c'est que là, c'est des endroits qu'on ne voit pas, qui sont cachés derrière des zones industrielles, au milieu des prés, etc. Et à moins d'y aller effectivement spécifiquement, et alors j'utilise aussi beaucoup la vue aérienne, donc vous allez nous montrer comment on peut faire encore mieux. Mais là, tous ces endroits-là, finalement, je suis bien au-delà des 6 ans, je suis bien au-delà des 10 ans, et malheureusement, tout ça, c'est du A, mais c'est pas du tout du A, quoi. C'est vraiment urbain. Voilà. Donc je voulais effectivement témoigner du fait d'être complètement désemparé devant ce qui s'est passé sur ces terres-là. Et là, pour le coup, on ne peut plus faire grand-chose, si ce n'est dire vous avez rajouté une cabane de plus, mais bon, on est déjà dans des terrains qui sont largement perdus à l'urbanisation. Alors du coup, effectivement, moi, ce que je constate, c'est que dans les zones naturelles, agricoles et forestières, c'est très compliqué. Alors déjà, il faut voir ce qui se passe. Alors, c'est un travail de titan, il faut avoir le temps de le faire. Et donc, on est obligé de choisir ses combats. Est-ce qu'on combat la clôture ou est-ce qu'on va chercher la cabanisation au fond du pré ?
C'est très long. Alors nous, finalement, je m'aperçois que mes services m'ont poussé surtout vers le pénal. Donc j'ai entendu qu'il y avait d'autres moyens que je vais pouvoir explorer. Mais c'est très lent. Donc on verbalise, on fait un procès verbal, on nous demande éventuellement une plainte. Les gendarmes s'en occupent quand ils ont le temps et les pauvres, souvent, c'est pas prioritaire. Et je vais pas leur demander de mettre ça non plus au-dessus du reste parce que je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont importants pour nos gendarmes. Quand donc les 6 ans, finalement, c'est bien court, hein, une fois qu'on a découvert la situation. Nous, on est dans une situation de risque puisqu'on est en bord de Dordogne. Donc là, c'est pareil, quand ça touche à l'inondation et qu'on nous met des remblais qui vont changer l'écoulement des eaux, évidemment qu'on a envie de les arrêter. Mais là, c'est très long aussi. Et on est difficilement entendu. Alors, je vous donne le petit exemple de la procédure qu'on a lancée à mon élection en 2020. Donc des remblais effectivement en zone inondable. Et donc on a enfin eu un rendez-vous avec le parquet cet été, puisqu'il y a eu plusieurs renvois, parce que les avocats sont très doués pour faire des renvois. Hein, donc on a été renvoyé je ne sais combien de fois. Et là, l'avocat a encore demandé un renvoi. Donc rendez-vous en juillet 2026 pour quelque chose qu'on a constaté en 2020 et qui change l'écoulement des eaux en PPRI rouge. Là, c'est vraiment compliqué d'entendre ce genre de discours. Et puis après, oui, j'ai bien compris qu'on pouvait régulariser un certain nombre de choses. Donc ça, évidemment, on le fait là, et heureusement qu'on a l'autonomie de le faire. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas régulariser. Et là, effectivement, comment faire pour que ces biens qui ont été faits sans permis ou contre les règles des PLU, comment agir pour pouvoir éviter que ça arrive. Et enfin, la lenteur des procédures fait qu'on est effectivement dans un choix de nos combats qui est très compliqué. Donc en conclusion, moi c'est vrai que je demande un allègement de ces procédures. J'entends que c'est en cours et j'en suis ravie, mais je trouve que c'est vraiment des sujets qui sont très techniques. J'ai bien aimé l'idée aussi de mutualiser les forces et de faire en sorte d'avoir peut-être au niveau des EPCI les moyens de mieux agir en étant mieux formés aussi. Et puis, je demande vraiment qu'on ait plus d'autonomie locale pour pouvoir agir sur ces sujets, parce qu'en essayant de rentrer dans le pénal, on est clairement à chaque fois perdant, quoi. Merci beaucoup de ces témoignages, Emmanuel. Ah oui, on peut s'applaudir, hein, ça c'est pas interdit. On continue nos témoignages et puis comme ça on pourra avoir un temps d'échange et puis de poser à nos intervenants aussi des questions. On a Julie Croin qui est adjointe au maire à Marcillac dans l'Hérault. Donc on reste encore au sud. L'Occitanie, je vois que. Et puis en plus vous avez l'accent, donc c'est parfait. Ah oui. Donc bonjour à tous. Je me demandais en venant s'il allait y avoir du monde. Donc effectivement vous êtes très nombreux. Alors bien entendu je suis contente, hein, c'est toujours mieux de parler devant plusieurs personnes, mais du coup je suis aussi inquiète puisque je vois que nous sommes nombreux à être dans les méandres et les difficultés relatives aux infractions d'urbanisme. Donc moi je suis maire adjointe d'une commune de 7000 habitants. Nous avons une emprise de 47 km², donc nous sommes assez vastes, avec un centre urbain bien entendu concerné par le périmètre des ABF. Et sur lequel nous avons mis en place le même procédé que notre collègue présente. Donc ça aussi, ça nous a aidés. Et sur le reste, on a donc de vastes zones agricoles. Hein. On est très, très agricole et des zones naturelles et humides. Donc plusieurs problématiques. Une grosse problématique de cabanisation. Mais vous avez vu que dans l'Occitanie, c'est un petit sport local. Et donc avec tous les enjeux de préservation, notamment des espèces naturelles et des impacts sur l'environnement, bien entendu. J'ai envie de vous dire, le laïus, c'est ne perdez pas la foi, parce que en fait, chaque petite victoire sera importante. Depuis qu'on est au mandat, on a mis en place des petites procédures, les unes après les autres, un pas après l'autre. Le premier a été de mettre en place des courriers informatifs que l'on joint au certificat d'urbanisme à l'attention des notaires, qu'ils doivent annexer dans leur acte de vente, dans lequel on dit, voilà le zonage, plan de prévention des risques inondation, zone rouge, vous êtes en zone agricole, vous ne pourrez mettre ni caravane, vous n'aurez pas l'eau, vous n'aurez pas l'électricité. Rien que ça, déjà, ça nous a permis d'annuler certaines ventes. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils arrivent sur une commune sur laquelle ils seront surveillés. D'accord ? Un de vos meilleurs atouts pour lutter contre les infractions d'urbanisme, ça va être le bouche à oreille.
Donc ça va se savoir quand on a une DIA qui porte sur une terre agricole. Un policier municipal se déplace. Il va voir est-ce que c'est vraiment une terre agricole. Oui, non. S'il y a de la cabanisation, il relève tout de suite l'infraction. Ça limite. Ça nous aide. Les agriculteurs, pour certains qui sont très diligents mais d'autres non, arrêtent de vendre à 10 € le mètre carré à des personnes dont on sait qu'ils ne vont pas exploiter. Que vous dire d'autre? On a instauré la division préalable des parcelles, c'est-à-dire que lorsqu'une grande parcelle agricole est morcelée, obligation de déclaration préalable. Ça aussi, ça les calme, puisqu'ils savent qu'il va y avoir un contrôle, en fait. Donc, si la cession est faite à un agriculteur, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez morceler, puisque ce sera pour faire de l'exploitation. Et si le futur acheteur n'est pas agriculteur, ce sera non. Donc, ce sont des petits outils, d'abord en prévention, qui permettent de limiter. Et en fait, ça se sait. Ça fera le tour de toutes ces personnes qui vont avoir tendance à vouloir venir cabaniser. Dans l'absolu, ce n'est que déplacer le problème, d'accord, puisqu'ils se dirigeront vers une commune qui ne met pas en place ces mécanismes. Ensuite, on a travaillé, donc bien entendu, nous n'avions pas de PLU sur la commune depuis 2003. Donc dans le PLU, pareil, donc des zones avec beaucoup de restrictions, des zones protégées. Donc on a travaillé aussi là-dessus. En fait, il va falloir développer des petits outils qui vont vous permettre de vous aider dans le cadre de la procédure. Parce que la personne ne va pas pouvoir vous dire « ben non, j'étais pas au courant ». Parce qu'en fait, dès qu'elle a acheté cette parcelle, déjà dans son acte de vente, il y avait un courrier annexé à ce sujet. Et ça constitue des éléments de preuve en fait, à chaque étape de votre dossier de procédure. Donc ça ne peut que vous aider ensuite, une fois qu'il est instruit. On a intégré, donc grâce à tout ce dynamisme, on a intégré le comité restreint de lutte contre la cabanisation au niveau de l'Hérault. La préfecture, qui nous soutient énormément sur cette problématique, a mis en place ce comité restreint. Donc les communes qui sont les plus impliquées y participent. On fait des échanges de process, des techniques, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Déjà, dans un premier temps, ça nous permet d'échanger, de nous sentir moins seuls, puisqu'en fait, on est tous confrontés à ces problèmes-là, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, il y a une dynamique de groupe qui se fait, et ce qui nous permet de mettre en place, vous voyez, par exemple, typiquement, ces courriers dont je vous parlais, eh bien, on a préparé un modèle et on se le diffuse. Et l'objectif, c'est après de le diffuser à toutes les communes de notre territoire, pour petit à petit monter en compétence à ce niveau-là. Que vous dire de plus? Continuez votre action. De toute façon, il y aura toujours des infractions. Moi, je veux pas... Il y en aura toujours. Le but, c'est de les limiter, de les prendre le plus tôt possible et de dissuader. Des récalcitrants, il y en aura toujours. Alors après, j'entendais certains de mes collègues qui parlaient des notaires. Alors, je ne vais pas vous plaire parce que je suis notaire aussi. Ah, on en a vu. Mais c'est pour ça que je mets aussi en place tous ces process. Pourquoi? Parce que vous ne le savez pas, parce que vous n'êtes pas notaire, mais grand Dieu, heureusement. Le notaire ne peut pas refuser d'instrumenter. Le notaire n'est pas juge de la légalité. D'accord? Donc, quelqu'un qui vend une maison sur laquelle il n'a pas obtenu la conformité, d'accord? Eh bien, on ne peut pas l'empêcher de le faire. Si l'acheteur, il est d'accord. Si l'acheteur, il est au courant et qu'il achète le bien en l'état, puisqu'il en aura négocié le prix, eh bien, nous, on ne peut pas dire, ben non, on ne signe pas. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer l'acte avec une reconnaissance d'avis donné. Dans notre acte, par contre, on remarquera que l'acheteur achète en l'état, sans conformité et à ses risques et périls. Mais il faut savoir que voilà, le notaire ne peut pas refuser d'instrumenter. Donc tout le jeu, c'est justement de travailler avec les notaires à ce niveau-là, parce que vous voyez, quand le notaire reçoit une note de la mairie dans laquelle il est écrit en noir, en gras et souligné que c'est une terre agricole, qu'on ne vous donnera pas l'eau, on ne vous donnera pas l'électricité, le notaire, dans son devoir d'information, va le transmettre aux acquéreurs, il va l'annexer dans l'acte, il aura fait son travail, mais il vous aura également soutenu, puisqu'il aura transmis l'information. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi voilà, de travailler avec eux, parce qu'ils ne sont pas juges de la légalité de l'acte. Donc nous, on ne peut pas dire, écoutez, là, on sait très bien que vous êtes en train de faire une donation, parce qu'en fait, vous voulez éviter le droit de préemption de la SAFER. Nous, on le sait. Mais on ne peut pas dire, non, on ne passe pas l'acte. On ne peut pas refuser d'instrumenter à ce niveau-là. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir, et justement d'avoir une communication avec... Alors nous, au niveau du comité restreint, on va signer une charte de lutte contre la cabanisation, d'accord, avec différents acteurs, la SAFER, EDF,
voilà, différents acteurs, et aussi la Chambre des notaires, pour que les notaires soient sensibilisés à ce sujet-là. Parce que nous, notre travail, c'est effectivement d'informer les clients, mais dès lors qu'ils sont parfaitement au courant, on ne peut pas les en empêcher. D'accord. Alors, ça va dépendre du notaire que vous choisissez. D'où l'intérêt de choisir un bon notaire. Donc là... C'est pas très corporate, ça. Non, c'est pas corporate, mais c'est comme les assureurs. Il y a des bons et il y a des moins bons. Donc c'est ainsi, c'est comme ça. Et non, pour vous dire, par exemple, vous avez un dossier où vous arrivez et vous demandez le dossier de permis à la mairie, s'ils l'ont gardé. Hein, parce qu'on a tous un problème au niveau de l'archivage quand même. Il faut dire, c'est une réalité. Hein. Voilà, et je ne jette la pierre à personne, on est tous dans le même bateau. Donc on va retrouver le dossier, on va dire, ah, mais je ne comprends pas, vous avez fait une extension de 50 mètres carrés. Ah oui, oui, oui. Ah, vous avez déposé un permis? Non, non. Et qui est-ce qui l'a fait? Ah, ben c'est moi. Ah, super. Ah, ben du coup, pas d'assurance? Bon, non, 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 on y va comme ça. Ah, bon, d'accord, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, nous? On en informe les clients et on peut appeler la mairie pour voir s'il y a une infraction. Mais la mairie, il faut que vous sachiez, le maire au téléphone va vous dire, oui, sur ce dossier, j'ai une infraction, mais il ne pourra pas vous l'écrire parce qu'il n'en a pas le droit. D'accord? Voilà. Et là, on est confronté, voilà. C'est pour ça que je vous dis, tout n'est pas forcément facile. Parce que moi, le maire au téléphone va me dire, oui, sur ce dossier, on est, pardonnez-moi l'expression, parce que il nous a grandi à tout va, il s'en fiche contre vents et marées. Mais du fait du secret de la procédure, le maire ne va pas pouvoir écrire au notaire qu'il y a une procédure en cours, avec les relevés d'infraction, etc. Il n'en a pas le droit. Donc par téléphone, il va vous le dire. Donc vous savez que c'est un dossier catastrophique et qu'il va du coup falloir en informer les parties sans dire textuellement que le maire vous a dit que. Hein. Mais du coup, nous, à ce niveau-là, on est bloqué, mais vous aussi. Enfin, du coup, moi, je suis doublement bloquée, d'un côté comme de l'autre, vous voyez? Oui, monsieur. Je suis maire de la commune de Roura. Et j'ai un très gros souci parce qu'il y a eu le plan vert où on a donné des terres à tout le monde. Et bien évidemment, ils n'ont pas fait la différence entre le terrain urbain et le terrain agricole. Alors, il se trouve que ces gens ont construit des maisons et maintenant ils veulent revendre. Et la SAFER qui est nouvellement installée est apparue et évidemment a dit que le montant que vous proposez, un, vous ne pouvez pas vendre et deuxièmement, ce n'est pas le prix à vendre. Alors que je suis, excusez-moi du terme, mais un peu dans la merde. Tout à fait. Alors je voulais savoir, excusez-moi madame, la question est de savoir comment peut-on dénoter cette affaire, donc, pour faire un jeu de mots de la SAFER, parce que actuellement, il y a des gens qui veulent partir, il y a d'autres qui ont construit des maisons à leur d'enflure sur les terrains qu'on a plus ou moins donnés, ou en tout cas pour rien boucher de pain, et que maintenant ils ont fait des maisons qu'ils veulent vendre près de 200 000 €. Et du coup, vous êtes en zone agricole? Zone agricole. Donc c'est le travail de la SAFER. Alors nous, on a signé une convention avec la SAFER aussi. Ça s'appelle la convention Vigifoncier. Normalement, c'est à la SAFER. La SAFER peut préempter et demander une révision du prix. Donc si vous dites que c'est trop cher, ben, ils peuvent faire baisser le prix. C'est-à-dire que les gens qui ont... Le vendeur va se retrouver en fait préempté et il n'aura pas le prix qu'il en demandait initialement. Tout comme vous, en matière urbaine, vous avez le droit de préemption urbain que vous pouvez mettre en place dans vos documents d'urbanisme et vous pouvez demander une révision du prix. Oui, mais ce qui est embêtant, c'est que c'est un travail qui a été fait depuis très longtemps par l'État et les gens, en fait, ont pris parce qu'il y avait à prendre et maintenant, ils veulent revendre pour gagner de l'argent. Eh bien, la seule solution, c'est la SAFER parce que vous êtes en zone agricole. Voir si vous n'êtes pas soumis aux espaces naturels sensibles, peut-être, parce que des fois, ça peut être couplé sur les zones agricoles. Donc là, c'est le département qui, pareil, peut préempter avec révision de prix. Mais vous, du moment que ce n'est pas un zonage urbain, vous n'avez plus la main en tant que maire. D'accord. La dernière question, permettez, parce que c'est très intéressant. Nous avons des gens qui sont en zone agricole, mais ça fait des années qu'ils sont là. Ils ont vieilli, maintenant ils peuvent chercher du pétrole, l'essence pour mettre dans leur machine. Ils nous demandent, bien sûr, de mettre l'électricité et l'eau-électricité. Oui, et voire même un changement de destination pour plus être à usage agricole. Alors on fait quoi? Ben, vous pouvez refuser. Est-ce qu'on est hors la loi si
on accorde le... Non, dès lors que vous respectez le zonage de la zone. Donc si vous êtes en zone agricole, vous pouvez refuser les raccordements au réseau du moment que la personne ne justifie pas de la qualité d'agriculteur. Nous, par exemple, sur notre commune, tout ce qui est terre agricole ou en zone agricole ou en zone naturelle, aucun raccordement au réseau, sauf à fournir la preuve que la personne a la qualité d'exploitant. Et la qualité d'exploitant, c'est pas juste être inscrit à la MSA, hein, parce qu'on peut tous s'inscrire à la MSA comme éleveur de poulets si on veut. Et il n'y a pas d'exclusif par rapport aux situations médicales? Non. On risque pas la prison quand même? Non. Parce que je suis déjà dans les conditions. Non, non. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous restez avec nous. Et on va donner la parole à Magali Midjon, responsable des projets numériques Aigle et Lucas, on dit Lucas. Ou Lucie, suivant. Un petit peu nous donner les outils qui peuvent être mis à notre disposition. Bonjour, donc en fait, juste pour vous préciser, Lucas et Aigle sont donc deux outils numériques qui vont faciliter la lutte contre les constructions illégales plutôt dans les zones agricoles et naturelles, qu'on appelle aussi cabalisation, détournement d'usage, ça dépend en fait des territoires. Ces deux outils sont utilisés sur la commune de Marcillargues. J'en ai pas parlé, mais c'est super. Voilà, elle a dit c'est super. Si vous n'avez pas entendu. Juste pour certains d'entre vous, je pense à monsieur le maire qui utilisait aussi ces outils, ça s'appelle chez vous Lucie. Parce que Lucas peut s'appeler Lucie, Lucia, en fait, en fonction des départements, mais on va harmoniser le nom, voilà, pour que ce soit un nom unique. Je n'arrive pas... Ah, ça y est, c'est un petit temps de retard. Donc, deux outils pour quoi faire. Ces deux outils, en fait, qui sont complémentaires au service d'une stratégie et de l'action pour être plus efficace, pour faciliter, pour vous accompagner, pour vous aider. Le premier, Aigle, va donc faciliter le repérage automatique des constructions des installations illégales. Donc j'entendais Madame la maire qui disait qu'elle utilisait Google Maps, etc. Bon là, en fait, on va pouvoir automatiser ça de manière à avoir la totalité des parcelles suspectes en un seul clic. Et aussi, du coup, ça va vous permettre en fait, de piloter votre action, c'est-à-dire de pouvoir mesurer les évolutions, de pouvoir voir quelles actions sont faites sur ces parcelles, etc. Donc ça, c'est le premier outil qui s'appelle Aigle. Le second outil, c'est un peu la suite de Aigle, donc le fameux Lucas, qui va, lui, faciliter la rédaction des PV d'urbanisme. Donc on a vu que c'était quelque chose de pas toujours évident, qui nécessitait des compétences et qui nécessitait d'être rigoureux et qui est pour le coup important puisque c'est le départ des procédures pénales, administratives, etc. Et donc il va permettre également d'automatiser des courriers, le courrier au procureur, le droit de visite, on en a entendu parler pour pouvoir entrer sur le terrain, et également instaurer le suivi des procédures et assurer le suivi puisque parfois les procédures peuvent être longues. Aigle. Donc voilà une cartographie. Je vais faire une présentation très courte parce que je vais vous faire une démonstration ensuite. Enfin, je vais vous le montrer, ce sera beaucoup plus simple. Aigle. Alors pourquoi Aigle? Donc Aigle est né dans l'Hérault. Voilà, on a beaucoup de problèmes, hein. Donc on a essayé de trouver des solutions. Le constat était assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on détectait de manière aléatoire et partielle, et souvent trop tard, puisqu'en fait c'était en faisant des tournées terrain, en faisant Google Maps, et on voyait qu'on avait des parcelles cabanisées. Ça ne permettait pas d'avoir de vision globale et non plus d'avoir par le coup derrière une action en priorisant, en tenant compte aussi des enjeux. Comme je ne sais plus qui l'évoquait également, quand on a beaucoup de cabanisation, on ne peut pas tout faire, donc on va faire des choix. Alors peut-être ça sera plutôt la zone inondable, ça sera peut-être une zone d'eau potable, mais en tout cas, l'outil va nous permettre de prioriser. Et également, de ne pas avoir de vision globale, ça ne permet pas d'avoir de pilotage et de ne pas pouvoir mesurer en fait ce qu'on fait et voir si ce qu'on fait est efficace. Donc du coup, on a eu cette idée, Aigle, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle qui va permettre de détecter automatiquement sur des images aériennes aujourd'hui et en partie satellites, des parcelles suspectes de la cabanisation, des constructions légales. Donc qui va permettre du coup d'avoir cette vision globale. Vous voyez cette carte du département de l'Hérault avec tous ces points qui sont des parcelles en fait où il y a une suspicion de cabanisation, voire une cabanisation avérée. Donc ça va permettre de quantifier, qualifier, localiser. Du coup, ça permet de quoi? De piloter et de coordonner au service d'une stratégie. Donc c'est ce que je disais, je vais plutôt faire un plan de contrôle en favorisant tel et tel secteur et plus qu'un autre parce que c'est un enjeu sur mon territoire. Et également d'être plus efficace sur le terrain, on va gagner du temps.
On n'a pas besoin d'aller prendre sa voiture pour faire des tournées, d'explorer Google Maps de manière un peu empirique. On va pouvoir prioriser l'action en fonction des enjeux, augmenter son taux de PV par rapport à son taux de contrôle, c'est-à-dire qu'on ne va pas se déplacer pour rien, il y aura vraiment quelque chose. Et enfin, de pouvoir prévenir, parce que c'est un outil qui va permettre de communiquer, d'être dissuasif. Et comme vous le disiez, commune de Marcillat, Madame Coin, plus on fait des petites choses, plus on a une action sur le terrain, ça se sait. Et quand ça se sait, on arrive petit à petit en fait, à avoir moins d'installations, voire à moins de cabalisation au final. J'emploie beaucoup le terme cabalisation, je suis désolée, c'est le terme local qu'on emploie dans l'Hérault, même si je sais qu'il n'est pas utilisé partout. Le principe, donc c'est ce que je disais, simplement de l'intelligence artificielle sur des images aériennes qui va détecter et qui va montrer donc, sur un format cartographique. Là, vous voyez 2025, une construction en dur. 2022, elle n'y était pas, donc il va pouvoir permettre de comparer et de mesurer les évolutions. Il va détecter quoi? Des constructions en dur, des mobil-homes, des piscines, des caravanes, des bateaux. Alors des bateaux pourquoi? Parce qu'il y a un projet parallèle sur les épaves, suspectés d'être illégaux, puisqu'ils sont dans des zones a priori inconstructibles, zones agricoles, naturelles, et à risque aussi. La plupart du temps, donc dans le sud, c'est beaucoup inondations, feux de forêt. Va permettre aussi, par un système de tableau de bord et de cartographie, en fait, un meilleur pilotage, et qui va s'utiliser aussi sur le terrain, comme au bureau, puisque ça marche aussi sur une tablette ou un smartphone. Fonctionnalité, rapidement, une carte où on peut prioriser avec des filtres en fonction de ses enjeux. Est-ce que je coche plutôt la zone feu de forêt? Est-ce que je coche plutôt les constructions en dur parce que c'est ça que je veux viser en premier? Et du coup, ça va m'aider à faire mon plan de contrôle. Un tableau de bord, pilotage statistique, ça on en a toujours besoin. Et enfin, pour chaque détection, on a toutes les données. C'est-à-dire qu'on va savoir la parcelle, les coordonnées GPS, dans quelle zone en jeu ça se trouve, etc. etc. Et enfin, une nouveauté qui est un courrier préalable, puisque dans certaines collectivités utilisent ce courrier, c'est-à-dire avant tout PV, j'envoie déjà un courrier préalable auquel j'adjoins cette fiche qui va répertorier l'historique de ma parcelle suspecte. Et pour les situations les plus simples, qui ne sont pas encore enquistées, c'est quelque chose qui fonctionne en fait. Et donc ça permet d'éditer directement le courrier. On n'a plus qu'à rajouter l'adresse du propriétaire et de l'envoyer. Alors, on va le tester en Martinique dans pas très longtemps. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas utilisé du tout partout. On est en phase de test. Il est ouvert sur quelques départements et à la main des collectivités sur une quarantaine environ. Et on est dans un déploiement progressif pour être bien sûr que ça corresponde à votre besoin. Et c'est quoi le calendrier du déploiement? Alors, ce sont des projets qui sont soutenus par le ministère de l'Environnement. Sur ce point, effectivement, il faut quand même avoir conscience que Aigle, donc c'est une start-up d'État, donc qui est très jeune, qu'on soutient depuis le début. Donc on a augmenté notre soutien, mais dans la mesure de notre programmation budgétaire des outils numériques. Voilà. Donc c'est priorisé, mais on est sur du déploiement progressif. Donc on va continuer à le prioriser par rapport à d'autres outils, parce que c'est un outil en lequel on croit vraiment, et on croit vraiment à son utilité pour l'ensemble des collectivités. Après, je ne peux pas vous garantir que l'année prochaine, le territoire français est couvert, loin de là. Mais notre ambition, c'est bien de le déployer progressivement et d'y mettre et de le prioriser dans nos allocations budgétaires. Merci. Donc, petite démonstration, je vous remercie de passer la petite vidéo en fait, que je vais commenter de quelques minutes. Alors, donc voilà, on est sur un outil numérique, comme vous voyez, avec une page d'accueil. On peut entrer donc via, bien évidemment, se connecter via un compte adhérent. Voilà, on arrive en fait sur une cartographie, dans un premier temps, qui va vous permettre, donc là on est dans le département de l'Hérault, en bord d'étangs salés et de la mer, en fait, donc forcément des zones en jeu. Voilà, donc l'outil va vous permettre de détecter en entourant par un système de code couleur avec des petits carrés si c'est plutôt un mobil-home, plutôt une caravane, plutôt une construction légale. Là, par exemple, on peut imaginer, se demander pourquoi il n'a pas détecté au milieu cette construction dure. C'est parce qu'en fait, l'outil va être capable, par un système de filtre, d'indiquer la prescription. Voilà, donc par ce système de filtre, on peut détecter où il y a déjà eu des PV, où il y a des contrôles à faire, si on est dans une zone en jeu agricole, etc., etc. Et vraiment, c'est ce qui va permettre en fait, de prioriser ces contrôles. La prescription, pourquoi? Parce qu'en fait, si l'outil avait déjà détecté l'image sur les constructions dures 6 ans auparavant, du coup, il va pouvoir nous l'indiquer et on va pouvoir masquer ces constructions si ce n'est pas notre cible. Ça,
ça défile un peu vite, mais je vais... Donc, à chaque objet, donc, vous voyez l'antériorité en fait, des images, on sait si l'objet était là, présent avant ou pas. On a l'information, la parcelle, toutes les données, en fait, si c'est une construction dure. Si l'outil s'est trompé, on peut aussi lui dire que c'était un mobil-homme. On peut directement aller sur Google Maps si jamais on avait une image plus récente, c'est possible. Et aussi le Google Street, du coup, de pouvoir avoir une vision au sol. Donc là, c'est le cas. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans une partie qui est réellement cabanisée dans l'Hérault. Il y a prescription, hein, l'ensemble de ces constructions en fait, sont prescrites. Donc là, on est sous un format chalet ou construction dure. Et vous voyez, par rapport aux zones, là, l'écran va permettre de tourner, on est vraiment dans une zone naturelle, à enjeu très fort, puisqu'au fond, on peut apercevoir en tout cas les étangs salés. Et dans une zone inondable plus, vous voyez, il n'y a plus aucune barrière en fait par rapport à la mer ou la montée des eaux. Voilà, donc ça permet en fait de peut-être vérifier, de s'assurer, avant d'aller faire un contrôle, qu'il y a bien un problème à cet endroit-là. Oui, alors, est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît Oui, j'attends la fin, ok. Alors, question. Qui rentre ces données parce que je suis désolée, nous, le cadastre et tout ça, on n'est pas du tout à jour. On a des fois des nouveaux propriétaires, on n'est même pas au courant. Donc nous, en fait, il y a des, comment je dirais, la cartographie, elle est basée aujourd'hui sur des cartes IGN qui sont accessibles toutes les 3 ans. On est en train de tester des images satellites qui ont une récurrence plus forte. Donc ça, c'est le fond de carte, auquel on va ajouter des couches format SIG, en fait, des couches à enjeu. Quand vous avez un PLU, c'est plus facile. Si vous êtes en commune RNU, c'est plus difficile, mais on arrive à déterminer à peu près des zones urbaines et non urbaines. Et enfin, on applique le cadastre qui est disponible le jour où on le fait, avec une mise à jour en fait tous les 6 mois. Ouais, mais les cadastres, nous on a des cadastres qui sont à décalage de 5 ans. Le EG ne sera pas plus fort que le cadastre. Voilà. Et aussi, on applique Citadel pour, quand il y a des constructions qui sont légales, pour savoir celles qui sont légales ou pas légales. Est-ce que vous avez des questions? Plein de questions. Ces habitats sont assurés, j'imagine. Et les propriétaires, ils ont une assurance habitation. Comment l'assureur peut assurer quelque chose qui est complètement illégal dans une zone inondable? Alors, je ne suis pas sûre que l'ensemble des constructions qui sont illégales soient assurées, j'en suis même quasiment sûre. L'assurance, en fait, EG ne va pas permettre de déterminer s'il y a une assurance ou pas, mais la plupart du temps, les installations illégales ne sont pas assurées. Et effectivement, s'il est nécessaire, s'il y a une inondation, on ne pourra pas reconstruire avec l'assurance. Ça sort un peu. Oui, bonjour. Christophe Soulier, Valencin, en Isère, aux portes de Lyon. Un petit village de 3000 habitants. Votre modèle est un modèle d'intelligence artificielle, vous l'avez répété plusieurs fois. Il y a différents calques, on peut filtrer. Quelles sont les sources que vous exploitez et comment vous apprenez à la machine à détecter que c'est une caravane ou autre chose? Alors en fait, c'est un système d'entraînement, c'est-à-dire que on a entraîné l'algorithme à reconnaître ces images, c'est-à-dire qu'on l'a nourri d'images et on lui a dit ça c'est une caravane, ça c'est une construction dure, etc., etc. Et à force de le nourrir sur un panel important d'images, en fait, on arrive à avoir des taux de détection qui sont aujourd'hui au-delà de 80-85%, sans se tromper. On aurait pu détecter autre chose aussi. En fait, il suffit de le nourrir et qu'un œil humain puisse quand même le reconnaître aussi à l'échelle. Voilà. Alors après, il y a des spécialistes, hein, c'est des data scientists, des spécialistes d'intelligence artificielle. On en a un dans l'équipe et c'est avec lui qu'on travaille pour faire ça. Je ne suis pas data scientist. Merci beaucoup. Et peut-être question subsidiaire, c'est disponible quand en Isère? Alors, ce que je vous... Perso, hein, c'est une question perso. Ce que je vous propose, voilà, sous couvert du ministère, si des collectivités sont intéressées, donc il ne faut pas qu'elles hésitent à me contacter ou via leur DDT ou DDTM, parce qu'on peut déjà être en relation avec eux. Et en fait, on s'assurera dans un premier temps que l'outil répond bien à votre besoin. Voilà, comme ça c'est séduisant parce qu'il y a de l'image, etc. Mais il faut être bien sûr que la collectivité soit mobilisée parce que c'est sympa de détecter, mais derrière c'est pour agir. Donc en fait on s'assurera qu'il y a vraiment un besoin, que c'est vraiment quelque chose dont vous pourriez avoir besoin et auquel cas on pourrait envisager par la suite un calendrier en fonction des, voilà, de nos échanges. Oui, s'il vous plaît. Bonjour madame.
Robert Beneventi, le maire d'Olioul dans le Var, 14 500 habitants. À peu près 66% de zones naturelles et agricoles, avec un PPRI, donc une zone où on cumule les protections. Alors, dans votre présentation, vous avez dit à plusieurs reprises prescrit. Parce que donc, ça veut dire que ce qui est construit depuis plus de 6 ans, c'est prescrit. En fait, donc ça n'occupe plus. Pas forcément. En fait, c'est 6 ans. C'est 6 ans au pénal et 10 ans au civil. Et 10 ans au civil, dans les procédures au civil. Dans l'outil Aigle, on a privilégié pour l'instant la prescription pénale, c'est-à-dire si une construction dure était déjà existante il y a 6 ans, donc, et qu'on la voit à nouveau, c'est pas pour ça que le logiciel ne va pas la détecter, c'est pas pour ça qu'elle n'existe toujours pas dans le logiciel, mais on va pouvoir la masquer si notre stratégie est plutôt d'aller vers les choses non prescrites. Est-ce qu'on peut s'en servir dans le cadre, d'ailleurs moi aussi je suis candidat pour avoir le logiciel ainsi des fois. Vous savez, dans le Var c'est nécessaire. Hein. Oui, on a déjà discuté quelques communes du Var et avec votre DDT en fait. Ah voilà, alors donc c'est vraiment nécessaire. Donc la question concerne une procédure qu'on a lancée, j'espère qu'elle est légale, on a pris une délibération et on a, en fonction de texte bien entendu, on a instauré une astreinte de 150 € par jour, je crois. Dans le cas des procédures administratives ? Oui. Donc, on fait un constat. On met en demeure la personne de se mettre en règle avec le PLU. On constate au bout d'un mois ou deux, selon le délai donné, que c'est fait. Bon, tout va bien. Si ce n'est pas fait, nous... lançons la procédure de 150 € par jour, limitée, je crois, à 25 000 €. Ça ne peut pas dépasser cette somme-là. Et on envoie ça on fait un titre de recette qu'on envoie au DDFiP. Donc là, d'accord, on le fait parce qu'on constate nous-mêmes sur site. Mais est-ce qu'on peut se servir de ce type de logiciel? Est-ce que ça a une valeur juridique nous permettant de continuer à faire cette procédure? Alors aujourd'hui, l'outil n'a pas de valeur juridique. Néanmoins, quand on est sur une construction, on peut éditer des fiches récapitulatives, en tout cas que dans les départements test, pour certaines collectivités ou certains services de l'État, on joint au PV ou à la procédure pour abonder dans l'historique, etc. Et c'est quelque chose, en tout cas localement, qui est apprécié par les parquets. Après, dans d'autres cas, par rapport aux astreintes, c'est votre question. Alors, je n'ai pas la réponse sur la valeur juridique, je ne crois pas. Mais en tout cas, il est utilisé pour vérifier si l'installation est toujours là ou pas après astreinte, quand on ne peut pas rentrer sur la parcelle, quand c'est compliqué ou quand il y a... on n'est pas obligé dans ce cas-là, juste pour vérifier. Et nous, en tout cas, DDT de l'Hérault, nous émettons les astreintes, les astreintes pénales, pour le coup, parce qu'on a la main sur le pénal, parfois sur la base juste d'une vérification si ou pas l'objet. Oui, parce qu'on a aussi des cas d'obstruction. Voilà, ou avec des drones. Où malgré les invitations qu'on envoie recommander à R, donc la personne refuse qu'on pénètre chez eux. À ce moment-là, on fait un constat d'obstruction. Mais juste après, une suggestion, parce qu'il faut... Ça, c'est des cas de figure qui existent, mais c'est une suggestion que je voudrais faire. On a un souci avec tout ce qui est légalement construit. C'est-à-dire qu'il faut remonter à 1943. Avant 1943, donc on peut considérer, si c'est au cadastre, etc., qu'on peut passer outre. Sinon, il faut absolument justifier avec un document d'urbanisme. Mais vous vous rendez compte, depuis 1943, ça fait 82 ans, est-ce qu'il n'y a pas, dans les idées des ministères, une possibilité de faire avancer cette date? Parce que là, on ne trouve plus rien. Tout à l'heure, Madame le notaire disait qu'on avait du mal à retrouver toutes les archives. Parce que des fois, les archives, sur 80 ans, elles ne sont peut-être pas toutes là, y compris à ce qu'on appelait à l'époque la DDTE et qui nous gérait les permis. Donc, ça fait que comme on ne trouve pas les archives et comme on n'a pas, la personne ne peut pas produire une justification comme quoi
la construction, souvent c'est des constructions importantes, je veux dire, la construction a été réalisée en bonne et due forme en ayant une autorisation, et bien du coup, c'est sans existence légale, cette personne ne peut pas faire d'extension, ne peut pas reconstruire éventuellement, et donc c'est quand même des situations assez dramatiques à cause de cette notion d'existence légale. Merci. Merci de votre témoignage. Je vous propose qu'on termine, si vous voulez bien, juste la petite vidéo, et après je vous montre l'autre outil qui est Lucas, qui est un peu la suite de Aigle. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes, bah, en moins de 5 minutes. Voilà. Là, par exemple, on est sur un autre territoire qui est plutôt en fait dans l'arrière-pays. L'outil va permettre en fait de voir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues voilà, en se promenant parce qu'elles sont cachées. Vous voyez là, vous voyez l'antériorité, on peut faire comme avec l'IGN, remonter les années précédentes et voir ce qu'il y avait là, rien du coup sur la commune 6 ans avant. Donc vous voyez, ça commence à se construire de plus en plus. Sur un objet, je crois qu'on a loupé un petit morceau, mais c'est pas très grave. Du coup, je vais terminer rapidement la vidéo. Il y avait des cartes que je voulais vous montrer pour lesquelles on peut piloter l'action, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prioriser notamment des secteurs qu'on va vouloir contrôler parce qu'on les a aussi croisés avec des enjeux, par exemple le long d'une rivière, par exemple un secteur d'eau potable, par exemple une zone inondable. Voilà. Face parfois au nombre, la multiplication des parcelles, on ne peut pas tout faire et en fait cet outil, ah voilà, ces cartes-là, je ne sais plus où on était. Vous voyez, en fait, là on a confronté donc, les images donc, à ces enjeux et là c'est le modèle de courrier préalable que je vous ai montré tout à l'heure avec la fiche en fait qui va répertorier l'historique de la parcelle derrière, qui n'est pas une preuve juridique mais qui peut être jointe en fait aux procédures. Voilà, je vous propose qu'on arrête là la vidéo puisqu'on n'a plus beaucoup de temps et qu'on enchaîne sur Lucas, s'il vous plaît. Merci. Alors Lucas, Lucci, Lucia, mais bientôt il n'y aura qu'un seul nom, je ne le sais pas encore. Donc ça c'est la suite en fait. Une fois qu'on a détecté, c'est bien. Une fois qu'on a fait son plan de contrôle, qu'on a suivi, qu'on a priorisé, qu'on a piloté, on se dit ah je vais aller faire un contrôle. Voilà. Donc maintenant c'est Lucas. Lucas, qu'est-ce qu'il fait ? Il va permettre en fait de faciliter ces PV. Alors pourquoi ? Le constat c'est quoi ? C'est qu'un PV d'effraction, c'est un premier acte indispensable pour les procédures, on l'a vu tout à l'heure, pénales, administratives, etc. Faire un contrôle, ça nécessite, et un PV, des compétences. C'est pas facile de ne rien oublier. Et en fait, on sait que quand on fait un mauvais PV, c'est une perte de temps pour tout le monde. Parce que le mauvais PV, il y a tout le temps où on l'a fait, le temps s'est déplacé sur le terrain, et en fait, derrière, il ne pourra pas y avoir de poursuite, et ça n'aura pas de valeur juridique d'avoir fait un mauvais PV. À la fois aussi pour les parquets, ça leur fait perdre du temps, puisqu'en fait, ça demande aussi des allers-retours parfois avec la collectivité pour pouvoir améliorer le PV. Enfin, la réglementation est complexe, on le sait, on en a beaucoup parlé ce matin. Les procédures peuvent être longues quand elles vont au bout du pénal si on continue la voie pénale. Après, il n'empêche que les voies administratives nous permettent d'aller plus vite. Et donc, c'est pas toujours facile de savoir où on en est. Donc, du coup, face à ça, l'application Lucas, elle est née il y a quelques années. Alors là, c'est pas l'Hérault, mais c'est les Pyrénées-Orientales, donc on est quand même encore en Occitanie, dans le sud. Oui, on a beaucoup de problèmes en bord de Méditerranée. Donc Lucas va permettre quoi ? De faciliter la rédaction des PV à l'infraction à l'urbanisme, c'est-à-dire en fait qu'il va guider à chaque étape. 1, je commence à écrire mon dossier. 2, je vais aller faire mon contrôle, donc ça va m'éditer automatiquement, par exemple, un courrier envoyé au propriétaire pour lui dire je vais venir contrôler le courrier de droit de visite. Une fois sur le terrain, ça va m'éditer automatiquement l'assentiment pour pouvoir entrer sur le terrain. Ça va permettre d'éviter les erreurs, forcément, puisqu'on est guidé tout au long de la procédure. Il y a un système de modèles préformaté, pré-rempli, avec un système de mots-clés qui va proposer des phrases toutes faites en fonction de la constatation et également sur les NATINF, qui sont les codes juridiques. Ça va permettre de suivre les dossiers dans le temps, puisqu'on va savoir ce qui s'est passé il y a 5 ans. On va savoir ce qu'un collègue avait fait il y a 3 ans, même s'il est parti. Voilà. Et ça va permettre aussi de partager ça entre les acteurs. Toujours dans les secteurs où on l'a testé, avec des allers-retours parfois entre DDT, qui pourra aussi avoir accès à vos dossiers. La collectivité sait ce que la DDT a fait sur son territoire, quand la DDT fait des choses. Et inversement, l'État peut savoir ce qui s'est passé de manière à ne pas faire des doublons. En fait, donc, du coup, ça permet aussi de gagner du temps, parce que toutes les données pré-remplies au départ vont s'incrémenter directement par la suite, en fait, dans les différents actes.
Je vais vite, donc il y a aussi une cartographie, une historisation que vous voyez à droite. On sait, on a des procédures, on sait où elles en sont. Le courrier, l'édition des courriers préalables dont je vous ai parlé, plus la lettre au procureur qui peut être automatisée. Et pour les DDT, c'est la lettre au maire pour qu'ils puissent engager en fait des astreintes administratives. Enfin, statistiques toujours pour piloter, voir où on en est, etc. Utilisable aussi sur le terrain directement avec des tablettes où on peut pré-remplir déjà ces PV lors des contrôles. Et bientôt, je l'ai mis en bleu, peut-être j'aurais dû mettre en rouge, et bientôt la fonctionnalité astreinte administrative dont on vous a beaucoup parlé ce matin parce qu'on pense très sincèrement que c'est quelque chose d'intéressant qui est à votre main, qui va beaucoup plus vite. Et pour les collectivités qui les utilisent déjà, je reprends toujours l'exemple de l'Hérault, c'est quelque chose qui donne de bons résultats. Voilà. Donc on pourrait éviter la mise en demeure, l'arrêté, etc., basé sur le PV, mais de manière un peu automatisée. Enfin, donc Aigle, je ne vais pas répéter, il vous permet de détecter, de piloter. Lucas, d'agir en fait par la rédaction des actes et le suivi des procédures. Et enfin, voilà 2 outils qui sont soutenus et je les en remercie par le ministère de l'Environnement et notamment la DHP. Merci à vous. Merci. Ça marche. Je ne sais plus si ça marche. Si ça marche. Merci beaucoup. Merci à la présentation de ces outils où je crois que les uns et les autres, on a hâte aussi que ce soit développé un peu mieux, un peu plus nationalement, mais il faut aussi du temps pour qu'on ne se prenne pas les pieds dans le tapis. Parce que c'est important. Le pire des choses, ça serait de faire un outil qui ne soit pas adapté correctement et qu'on soit tous déçus au vu des attentes que l'on a. On a presque fini l'atelier. On a encore une petite vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Alors, oui, je vous laisse la parole. Oui, alors... Et je vous parlais aussi des procédures de nature civile avec des astreintes. Moi, j'ai un très bel exemple dans le... Merci. C'est le préfet de l'Hérault, M. Loche, qui a été interviewé par l'administration centrale sur un retour d'expérience positive et conclusive que nous vous proposons d'écouter. Et je vous parlais aussi des procédures de nature civile avec des astreintes. Moi, j'ai eu un très bel exemple dans le département. À mon arrivée, j'ai un maire à proximité de Montpellier, sur la commune de Latte, qui est venu me voir totalement désemparé. Il avait une 50aine de personnes à peu près de la communauté des gens du voyage qui avaient acheté un terrain. Le terrain était à eux. Entre l'autoroute et la voie de chemin de fer sur la commune de Latte, ils étaient en train réellement de construire un lotissement. Donc les murs, les fosses septiques, les clôtures, les maisons, enfin quelque chose d'ailleurs d'assez bien fait, enfin une construction comme on pourrait le faire, mais totalement illégale. Et il est venu me voir, il m'a dit, Monsieur le Préfet, ça c'est un défi pour mon autorité, il faut absolument que vous m'aidiez. Alors on a évidemment regardé les procédures pénales, on a vu très vite que on n'en était même pas à la moitié du processus qui pourrait amener à une condamnation. Donc on a très vite identifié le fait que la voie pénale n'était pas la meilleure. Et puis, comme ces services avaient très très bien travaillé, ils m'ont dit que sur le volet arrêté interruptif et voie civile, ils avaient mis un montant tout à fait important d'astreinte. Je leur ai demandé de me transmettre le montant global de ces astreintes. Il y en avait au total pour 200 000 € d'astreinte sur un seul terrain pour ces 50 familles. Je me suis rapproché du directeur départemental des finances publiques qui m'a dit, mais Monsieur le Préfet, c'est parfait, on va liquider ces astreintes d'un coup d'un seul. Il les a liquidées, ces personnes n'ont pas pu payer les astreintes, ce qui fait que l'État s'est rendu maître du terrain. Et en quelque sorte, la propriété a été transférée pour payer les astreintes. Ce terrain, ensuite, on l'a revendu à la commune, d'ailleurs selon des voies de droit qui ont permis de mettre en concurrence potentiellement plusieurs personnes, mais c'est la commune qui l'a racheté. Et une fois que la commune l'a racheté, elle a saisi le tribunal judiciaire et on a pu expulser ces personnes, ce qu'on a fait avec une compagnie de CRS, et on a été détruire ces locaux. Donc vous voyez, voie pénale, c'est bien, mais c'est très long, c'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est quasiment hors de portée des maires, il n'y a que l'État qui sait le faire. Arrêté interruptif beaucoup plus précoce, astreinte, potentiellement amende beaucoup plus forte, c'est la voie qui est clairement la meilleure. Un exemple de partenariat réussi.
Alors, je crois qu'il y a on doit libérer la salle. Avant de libérer, je voulais simplement tous vous remercier de votre présence active ce matin. Remercier le ministère de la Transition qui a été à nos côtés et qui travaille aussi à nos côtés de l'AMF pour faire en sorte que sur le terrain, les uns et les autres, on puisse trouver des solutions. Dire aux maires, si vous n'avez pas été voté, comme vous êtes déjà en contrebas, il faut aller voter. Voilà, pour les statuts, ça évitera de revenir. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et dire que je remercie les équipes de l'AMF qui sont aussi présentes et qui font un travail au quotidien. Donc n'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à nous rejoindre en commission aménagement du territoire. Et merci à tous nos intervenants élus d'avoir pris du temps. Oui, Nathalie. Et la vidéo du point info sera sur le site de l'AMF et on est à votre disposition. Bon congrès.